Arthur, bah, je pense que tu vas parler de toi, je ne vais pas te présenter, voilà, dans cette conférence. Je souhaite qu'on soit nombreux à rester à la suite, c'est pour pouvoir échanger entre nous et avec Arthur sur cette thématique. Merci à vous. Merci Stella, et à l'Université Populaire, au Bijou aussi. Bon, vous êtes nombreux, ça me fout un peu la pression, hein, je vous dis ça. C'est la 7e ce soir. D'habitude, je commence par bonsoir, donc. Je m'appelle Arthur, et je doute. Du coup, c'est pas facile, hein, c'est pas facile d'être là ce soir. Moi, je doute souvent, je doute presque tout le temps. Enfin, les certitudes chez moi, ça dure jamais plus d'un quart d'heure, vous voyez. Et c'est un truc assez usant, hein, c'est assez récurrent, donc c'est assez épuisant. Donc voilà, c'est pas facile d'être ici, mais je suis vraiment content d'être là, et puis ça va bien se passer. Je doute donc... Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un marteau, une faucille là. Ça sert à rien en fait, c'est juste que j'ai failli rendre fou un formateur et faire vomir l'autre parce qu'en fait je faisais tout le temps ça sur scène. Je savais pas où mettre, et au bout d'un moment ils m'ont dit faudrait te mettre des cales au pied. J'ai dit des cales, non, c'est un peu radical quand même. Par contre, bon, un repère, pourquoi pas. Donc je vais essayer de pas trop dépasser, hein, d'accord. Et puis si à un moment vous voyez que je dépasse, vous gueulez ou vous me montrez du doigt, attention, faut pas hésiter. Hein. On se sent vite à l'aise sur scène, hein, vous voyez. Donc je doute beaucoup. Et alors c'est pas courant, hein, de se présenter comme ça en parlant du doute en premier. Généralement, quand on parle de soi, quand on se présente au départ, vous savez, cette question-là, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est souvent le travail en fait qui revient. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc moi, bah, si je vous avais rencontré il y a 3-4 ans, je vous aurais dit, bah, je m'appelle Arthur et je fais des logiciels. Et puis j'aurais même rajouté, je suis à mon compte. Parce que c'était important pour moi, vous voyez, ça comptait. Je vous pose quelques éléments de départ comme ça, et puis après, je commencerai. J'aime bien dire que je suis fils de 1%. Pourquoi 1%? Parce qu'en fait, mes parents sont partis de tout en bas de l'échelle sociale. Ils ont monté un garage, ils vendaient des voitures, et ça a bien marché, ça a même très bien marché. Et c'est assez constitutif pour moi, parce qu'en fait, gamin, à l'école primaire, j'ai des baskets qui viennent d'Emmaüs, on me traite de clochard, en fait. Et quelques années plus tard, au collège, en fait, vers la 5e, 4e, par là, on m'appelle le Bourge ou le fils de Bourge. Bon, ben, c'était comme ça. Enfin, je comprenais pas bien ce qu'il y avait derrière. À l'époque, ça m'agaçait, mais je voyais pas trop. Enfin, il y a un autre truc qui est constitutif aussi, c'est que mes parents, en fait, enfin mon père surtout, s'est battu pour avoir la patente Renault à son garage. Vous savez, le losange là, il aurait rêvé d'avoir la patente Renault. Enfin, bah, Renault a pas voulu de lui. Puis alors ça a laissé un goût amer, c'est-à-dire que très tôt en fait dans la vie on m'explique qu'il va falloir faire sans les grands groupes, sans les grosses boîtes, sans les grosses institutions, etc. Et puis même si on peut aller contre, il faut y aller quoi. Si vous voulez, j'ai un souvenir, hein, vers 8-9 ans je remplis un questionnaire Intermarché, vous voyez, un jeu concours. Et j'étais content, enfin moi j'étais content de remplir ce truc-là, j'allais gagner quelque chose. Et ma mère voit que je suis en train de remplir ce concours et elle m'arrête, elle me dit non, il est hors de question que tu donnes nos données personnelles à Intermarché. Enfin, c'est hors de question. Enfin, tu comprends, après, ils vont pouvoir cibler nos habitudes d'achat, cibler nos comportements, machin. Nous, petits commerçants, on n'aura jamais les moyens de faire ça, donc c'est hors de question. Enfin, et bon, c'était il y a 25 ans. Donc vous imaginez, enfin, aujourd'hui, on est sensibilisé, les données personnelles, tout ça. Enfin, voilà, avec Internet, on a compris un peu. C'était il y a 25 ans, elle avait un peu d'avance sur le sujet, quoi. Et donc oui, j'aime bien dire que j'ai une trajectoire de winner macroniste. Restez là. C'est pas mon orientation politique, c'est pas du tout même, mais en fait, voilà, j'ai fait un bac STT commercial. Pourquoi commercial? Parce qu'au départ, je suis en seconde générale. Pourquoi commercial? Parce qu'en fait, je suis une grosse tanche en maths. Mais alors vraiment, enfin voilà. Et au bac de maths, en fait, je savais faire un produit en croix, ça m'a sauvé, j'ai eu 15. Bac STT commercial à l'époque, c'était freestyle quoi. Et donc j'arrive, contre l'avis de tous mes profs, en fait, je vais faire un BTS informatique de gestion. Tous mes profs, non mais t'as pas le niveau en maths, faut pas que t'ailles faire ça, tu vas te planter et tout. Et puis bah, j'y vais quand même, contre toute attente, ça marche. Bon, la mienne en premier, hein. J'avais pas prévu. Hein. Et ça se passe bien en fait. J'apprends à faire des logiciels et ça me plaît. Et donc je continue. Et puis je vais faire un master en fait pour apprendre, enfin pour continuer à apprendre à développer des logiciels. Puis là encore, ça me plaît, ça marche, tout ça. Je suis à fond dedans.
Et je vais même faire après un master en management international par projet. Ouais, c'est la classe celui-là. Bon, je vous doutais que je vais vous en reparler un peu, hein. Mais quand même, pour vous dire à ce stade, quand même, une petite chose importante, c'est j'avais compris que programmeur, c'était un métier qui était quand même plutôt usant. Et que si je pouvais dire aux gens comment programmer, ouais, c'était pas mal, ouais, ça. Ouais. Donc, je vais faire ce master, et ça se passe super bien, et j'arrive sur le marché du travail. Alors, il faut imaginer, en fait, quand on fait des logiciels, c'est un métier, enfin, il y a énormément de demandes, en fait. Donc, j'arrive sur le marché du travail, je suis tout de suite cadre, tout de suite employé, ça marche bien, et ça marche super bien. Enfin, et par contre, je travaille beaucoup. Mais à ce moment-là, je suis dans une dynamique, j'ai l'impression que, bon, enfin, j'ai envie de réussir, vous voyez, j'ai l'impression que ça va bien, donc je fonce. Et très vite, je vais passer auto-entrepreneur. Alors pour ceux qui ne savent pas, auto-entrepreneur, en fait, vous pouvez créer votre société en 2 heures sur Internet, c'est fait. Enfin, c'est formidable, hein. Par contre, socialement, vous êtes à poil, ou en short, quoi. Il y a la sécu, quoi, mais après ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, et puis du coup, bon, enfin, ça peut devenir un vrai problème, hein. Et donc, je suis à fond, je travaille, et ça me plaît, mais quand même, je commence à sentir, si vous voulez, derrière l'idée des grands groupes, là, dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait l'idée de bâtir un monde meilleur, quoi. Moi, quelque part, je voulais essayer de participer à ça, quoi, construire un monde meilleur. Et plus ça va, plus je me dis, ben non, là, enfin, je suis pas sûr, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir choisi la bonne voie, quoi. Et puis je tombe sur une citation de Desproges. Alors, je vous la lis parce que j'ai... Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir et dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement à l'heure de sa mort, je n'ai pas perdu mon temps. Alors ça a résonné ce truc-là, hein. Je dis parce que oui, moi, mon métier j'aime ça, hein, enfin, mais ce qu'on me fait faire avec, j'ai des gros doutes, quoi. Alors vraiment, enfin, je doute beaucoup, mais là j'ai des gros doutes, quoi. Et bon, enfin, je travaille toujours plus. Et en fait, j'ai de moins en moins de reconnaissance, pratiquement pas, en fait. Enfin, et puis, carrément du mépris. Enfin, de moins en moins de respect et puis du mépris, hein, de façon récurrente. Et je doute beaucoup, donc je reviens à mes notes. Si ça vous énerve, vous avez le droit de râler de temps en temps. Je jette un regard. On m'a dit, il faut surtout pas en parler. Bah, m'en fous, j'en parle. Donc je cherche de la reconnaissance et je reçois surtout du mépris. Et puis surtout, je vois de moins en moins de sens à mon travail. Et c'est comme ça que j'en arrive à faire un burn-out, voilà. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Et pour le dire autrement, c'est comment l'organisation du travail nous casse collectivement et individuellement. Voilà. Vous n'êtes pas assommés? J'entends le silence là et ça me fait peur en fait. Enfin, donc comment tout ça a commencé? Ça a commencé par une journée d'entretien à Paris. Alors, en fait, je sors de l'école, donc je veux trouver du travail. Alors il faut imaginer, hein, on m'a bourré le mou à l'école, on m'a dit ouais, vous allez trouver du travail, il y en a plein, machin, les entreprises vont vous courir après, donc j'y vais complètement pédant. Alors sûr de moi, quoi, vous voyez, le costard, la serviette, et puis voilà. Et donc j'ai 3 entretiens, et les 2 premiers, comme je suis complètement pédant et sûr de moi, les 2 premiers, je me vautre lamentablement. Ils prennent même pas mes coordonnées à la fin, vous voyez, enfin voilà, je pars de là. Et puis bon, pour le 3e, du coup, je commence à me dire, bon là, faudrait peut-être que tu essaies un peu de sortir de cette journée avec quelque chose, quoi. Enfin, donc j'y vais un peu moins confiant, quoi, quand même. Et du coup, l'entretien se passe bien. Cette fois-ci, ça roule et tout, bon contact, bon feeling avec le gars. Et à la fin de l'entretien, le gars me dit, bon, écoutez, monsieur Molvo, très bien, bon feeling, vous avez le bon profil qu'on cherche, etc. Du coup, la procédure chez nous, c'est que vous rencontriez la DRH, et elle valide le recrutement, et puis après, c'est parti. Et puis il me dit, elle est disponible là maintenant, si vous voulez, on poursuit dans son bureau. Ok, entendu, allons-y. Donc la pression monte d'un cran quand même, je commence à douter un petit peu, hein. Et j'arrive dans son bureau, et la première question qu'elle me pose, qu'est-ce que vous attendez, monsieur Molvo, qu'est-ce que vous attendez de votre entreprise? Moi, du tac au tac, je suis encore pédant, hein, quand même. Du tac au tac, moi, de la reconnaissance, c'est ça que je cherche.
Et donc, tout de suite, elle me dit « Ah, monsieur Molvo, vous allez voir chez nous, enfin, c'est formidable, vous allez être super bien payé, il y a des primes et tout. » Je l'arrête, je la coupe tout de suite. Non, ça, je sais, on m'a expliqué à l'école. Non, non, moi, ce que je veux, c'est de la reconnaissance. Il y a eu un blanc. Et c'était lamentable, hein. Enfin, elle a baragouiné un truc. Ah oui, d'accord, de la reconnaissance, oui. Mais on cherche tous ça, monsieur Molvo, oui, oui, enfin, je comprends, mais enfin, vous savez, c'est très, très difficile à mesurer. On n'a pas les indicateurs, vous voyez. Moi, j'ai compris un truc, surtout ce jour-là, je me suis dit, putain, la DRH d'une grosse boîte parisienne, elle n'a pas les outils pour parler de reconnaissance. Je me suis dit, cette boîte-là est pourrie, hein. Bon, après, j'ai compris que bon, c'était un peu plus compliqué que ça, mais... Et j'allais chercher beaucoup plus que du travail, en fait. Christophe Dejour, c'est un sociologue du travail qui est formidable, hein. Il explique que notre identité sociale, enfin notre identité est composée de deux choses, la vie amoureuse, bon, c'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir, et du travail. Le travail, c'est vraiment une composante essentielle de notre identité. Et en fait, il explique que c'est notre contribution à la société, le travail. Et en fait, moi, enfin, j'allais chercher la rétribution symbolique de ma contribution à la société, de mon utilité à la société. Donc voilà, c'était beaucoup plus fort que simplement du travail, quoi. Bon, il faut m'imaginer, hein, avec le costard, la petite serviette et tout, sûr de moi. Enfin, sûr, mais pas complètement quand même. J'étais dans un état, vous voyez, enfin, quand on passe un entretien, on n'est jamais complètement... voilà. Et c'est un peu comme la première fois où j'ai passé le permis de conduire. La première fois où j'ai passé le permis de conduire, bon, si je vous dis première, vous avez compris que, bon, il y en a eu quelques-unes. La première fois où je passe le permis de conduire, c'est à Orléans. Et bon, ça fait quelques temps que je roule et tout à Orléans, donc je connais un petit peu, quoi. Et il y avait pas mal de monde à passer, et vous voyez, comme je doute, j'ai envoyé les autres d'abord, quoi. Non, non, allez-y, allez-y. Puis moi, j'ai bu des cafés en attendant pour me détendre, vous voyez. Donc j'arrive fin prêt pour l'examen, après qu'il ait passé les 4 autres. Je m'installe dans la voiture. L'inspecteur qui était à ma droite sort de la voiture, et il y en a un nouveau qui rentre, et il déploie une carte. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je comprenais pas. Enfin, j'ai su après, bon, il venait d'Auxerre, il venait en remplacement, vous voyez. Mais bon, enfin, et donc ça me rajoute une couche, quoi. Je suis vraiment tendu, enfin. Et donc il me dit, bon, bah allez-y, monsieur Molvo, démarrez. Et j'arrive tout de suite sur le boulevard à Orléans. Et ça fait quand même quelques heures de conduite derrière moi déjà. Et à Orléans, le boulevard, c'est à gauche. Et donc il me dit, bah, au croisement, vous prendrez à droite. Oui, mais enfin là c'est le boulevard, donc en fait c'est à gauche. Bah, puisque vous savez, vous n'avez qu'à y aller. Ah, ça m'a figé complètement. Et à partir de là, bon, j'étais pas prêt déjà au départ, mais la reconnaissance sociale qu'elle a avec le permis, c'était foutu pour cette fois-là. Et vous voyez ces situations de stress un peu là qu'on a quand on est mis à l'épreuve et tout. C'est un peu ce que j'ai vécu aussi. Bon, avant de vous dire ça, il faut que je vous explique. Souvent dans le développement logiciel, dans la programmation logicielle et tout ça, le fonctionnement est éclaté. C'est-à-dire que là, en fait, il faut imaginer, ça fait pas longtemps que je travaille. Je bosse pour une boîte de Lyon qui m'envoie chez une boîte de Limoges qui elle-même a décroché un appel d'offres auprès une boîte publique, une structure publique. Et donc je bosse pour cette structure publique. Vous voyez le schéma pourri déjà de base. Et donc je bosse dans ce truc-là. Et ça fait quelques temps déjà, ça fait quelques mois. Et la boîte de Lyon me dit « Bon Arthur, on a convenu un marché avec la boîte de Limoges. Tu vas bosser directement pour eux, c'est plus simple, c'est normal, on a un accord. » Enfin voilà. Bah, moi je trouve ça a du sens en fait. Je me dis « Bah oui, je vais bosser avec les gens qui sont près de chez moi. » Et puis ça a du sens, c'est logique. Et puis même, c'est super. Ça me fera l'occasion de les rencontrer. Parce que jusque-là, en fait, j'ai passé un entretien téléphonique et j'ai rencontré les gens en coup de vent comme ça, mais c'est tout, quoi. Et je me dis, je vais pouvoir parler de mon travail, je vais pouvoir expliquer, je vais pouvoir rencontrer les gens, enfin, vous voyez. Et ben, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que je suis chez le client, hein, dans cette structure publique. Et le commercial de la boîte m'appelle, le commercial de la boîte de Limoges m'appelle et il me dit « Monsieur Molvo, bon, je vais passer vous voir chez le client, voilà, bon, très bien. »
Et donc, il passe me voir chez le client et il me propose d'aller boire un café. Donc, je le suis à la machine à café, vous voyez, et puis accoudé à la machine à café, il commence à me parler de mon salaire. Bah, j'étais vachement emmerdé, enfin, je savais pas quoi dire, vous voyez. Enfin, il faut imaginer, enfin, on est dans un couloir, il y a des gens qui passent tout le temps. Enfin, je suis chez le client et il me parle de mon salaire, quoi. Moi, je pensais qu'il y aurait, vous voyez, enfin, un entretien, un espace un peu privilégié, quoi, pour faire ce genre de truc, quoi. Ben non. Et puis bon, il me parle de mon salaire, et puis bon, on est tombé d'accord. Enfin, on est tombé d'accord avec lui. Hein. Vous imaginez que moi, j'étais comme ça. Oui, 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 oui. Et donc, on est tombé d'accord avec lui, et il se passe... enfin, oui, il me dit, et puis on se reverra pour faire les papiers. Et du coup, là, je me dis, bon, ben ça y est, enfin, je vais avoir cet entretien. Je vais pouvoir discuter, on va parler des clauses, on va parler de comment fonctionne cette boîte, etc. Quel rôle moi j'aurai dans cette entreprise, tout ça. Eh ben, loupé encore. En fait, il m'appelle un jour, je suis toujours chez le client, il me dit « Ouais, Arthur, tu descends dans le hall, s'il te plaît, on va faire les papiers. » J'imagine pas une seconde. Hein. J'arrive en bas, vous savez, un grand hall là d'institution publique. Il y a un petit salon pour patienter. Et là, en fait, il est installé avec la pile de documents et je me trouve à paraffer, à signer mon contrat de travail. Là, comme ça, dans le hall, quoi. Sur le coup, j'ai rien compris. Hein. Sur le coup, j'ai rien compris. Moi, je lis jamais un contrat. Enfin, je signe jamais un contrat sans le lire. Et là, si vous voulez, ouais, merci, au revoir, quoi. J'étais super gêné. Enfin, et je me suis dit, enfin, ça m'a travaillé un moment cette question. Et je me suis dit, mais à quoi je sers, quoi? Qu'est-ce que je représente pour ces gens-là? Enfin, pour qu'on signe le contrat de travail sur un coin de table comme ça. Enfin, et puis un peu plus tard, je me suis dit, mais quelle idée ils ont? Quelle idée ils ont du contrat de travail? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Pour que, voilà, enfin, pour qu'on le signe comme ça en 5 minutes. Enfin, j'ai trouvé ça assez violent, quoi. Et en fait, Danielle Linhart, c'est une sociologue du travail. Maintenant que je vous l'ai présentée, je vais l'appeler Sainte Danielle. Parce que vraiment, enfin, son travail m'a fait un bien fou. Je ne suis pas catho pour un sou, enfin, c'est pas le problème. Hein. Mais bon, voilà, il faut que je lui donne un titre parce que vraiment, elle est formidable. Et Sainte Danielle, donc, c'est elle qui est à l'origine du concept de précarité subjective. La précarité subjective, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que, objectivement, en fait, tout est réuni pour que vous soyez dans une situation plutôt confortable. Vous voyez, moi, je quitte un CDI pour un autre à ce moment-là. Enfin, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. J'ai un salaire plutôt correct. Enfin, voilà. Tout est correct, mais il y a un ensemble de petites choses qui sont faites, en fait, pour nous précariser subjectivement, c'est-à-dire pour nous mettre dans une situation inconfortable. J'ai oublié de vous dire un truc, en introduction, un truc que j'ai compris plus tard en faisant ce travail-là, c'est que je travaillais pour ma survie. Au moment où je fais mon burn-out, dans ma tête, je travaille pour ma survie. Je ne l'ai pas verbalisé, je ne l'ai pas conscientisé, mais je travaille pour ma survie, quoi. Donc, j'en suis arrivé là. Hein. Et, enfin, bon, et là, on est dans la précarité subjective, et j'aurais pas dû faire cette parenthèse. Hein. Et donc, voilà, il y a cet ensemble de choses, il y a le changement permanent, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Et tout ça, c'est organisé. Hein. Ils connaissent les petites choses, les petites phrases, les manières de faire pour nous déstabiliser, pour nous mettre dans cette situation. Malgré un certain confort, on se trouve un peu embêté, on ne sait plus trop quoi faire. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se rattache aux procédures. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Enfin, ils ont une procédure, ils veulent qu'on la suive, quoi. Et se rattacher aux procédures, en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai passé le permis, je crois que c'était la 3e fois. Donc là, j'ai un certain nombre d'heures de conduite. Je vous ai dit que j'étais fils de garagiste. Ouais. Donc j'ai un certain nombre d'heures de conduite derrière moi, vous voyez. Les copains ont été cool, hein, mais bon, enfin. Et là, cette fois-là, on est à Limoges. Et je roule depuis un moment, et puis ça se passe plutôt bien. Bon, je doute toujours, hein. Ça ne changera pas. Mais enfin, bon, je le sens plutôt bien, je roule. Ça se passe bien. Et puis, à un moment, vous voyez, il y a un piéton qui traverse à moitié la route, à une trentaine de mètres de moi, vous voyez, et il s'arrête au milieu. Il attend que je passe, en fait. Enfin, vous voyez, c'est un truc courant, enfin, c'est normal, quoi. Et en fait, que dit le code de la route dans ces cas-là? Il faut s'arrêter. Le piéton est toujours prioritaire. Donc, je m'arrête.
le piéton passe, je poursuis, on s'arrête, et l'inspecteur me dit « Bon, écoutez, monsieur Molvo, c'est pas mal, mais enfin, on sent quand même que vous n'êtes pas très à l'aise et tout. » Et puis, à la fin, le piéton, là, monsieur Molvo, il allait passer. Il attendait que vous passiez, enfin, il allait passer. Il faut penser à la fluidité du trafic. Il ne faut pas appliquer bêtement la règle. J'avais appliqué bêtement la règle. Bon, c'était pas pour cette fois, hein, la reconnaissance sociale qui va avec le permis, tout ça. Enfin, voilà. Et donc, moi, je cherche de la reconnaissance. Hein. Vous l'avez compris, à ce moment-là, je suis à fond. Je cherche de la reconnaissance, je cherche ça. Et j'ai une anecdote assez significative hein, pour ça. Un jour, ça fait quelques temps déjà hein, que je travaille, et j'ai fait une fonctionnalité pour un logiciel. C'est un morceau de logiciel, une fonctionnalité, c'est-à-dire, par exemple, quand un logiciel envoie un mail, c'est une fonctionnalité, par exemple. Et là, j'ai fait une fonctionnalité pour un logiciel, comment vous dire, merdique. Mais alors vraiment, vraiment merdique, hyper complexe, pourri le truc. Vous savez, dans le jargon, dans ces cas-là, on dit c'est tombé en marche. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est « Oh putain, touchez plus à rien !» On lâche les crayons, on touche plus au clavier, ça fonctionne les gars, on livre ça et on n'en parle plus, quoi. Et j'avais prévenu le client, hein. J'avais dit au client, ce truc-là, on n'y revient plus. On n'y revient plus jamais. Vraiment. Et ben ça n'a pas loupé, hein. Vous imaginez bien, 3 ans plus tard, ah, Arthur, on a besoin de toi sur ce projet-là, tu connais bien, machin. Ouais, je connais bien, ouais, j'avais bossé dessus, machin. On va faire une évolution sur cette fonctionnalité que tu avais fait. Ah non, je lève un bouclier, non. Vous vous souvenez pas, hein, ce truc-là, je vous avais dit, jamais. Ah mais si, on a vraiment besoin de le faire, c'est important. Et puis c'est vrai, c'est compliqué, mais toi, tu vas y arriver. Ouais, bon, enfin, vous savez, ils trouvent les mots, quoi, hein, c'est flatteur. Puis moi, je cherche de la reconnaissance, donc bah ouais, bon, allez, je vais y arriver, enfin. Et donc, je vais travailler comme un fou, quoi, vous savez, genre 8h, 21h, 22h, tous les jours, quoi. Pendant 3 semaines, 1 mois. Et puis, au bout d'un petit mois, à peu près, enfin, il faut imaginer, il passe tous les jours à 9h, le gars. Et alors, t'en es où? Comment ça se passe? Et puis à 18h, ah oui, puis, enfin, petite parenthèse, souvent, il y a cette phrase des managers, ça va, ça avance? Ouais, vous savez, comme si, en fait, votre humeur, comme si, en fait, votre morale dépendait du fait que vous avancez ou pas au boulot. Enfin, je dis ça en passant, mais je trouve ça assez brutal comme truc, quoi. Comme si, enfin, on ne pouvait pas aller bien si on n'avance pas. Enfin. Et donc, ça va, ça avance. Voilà, 2 fois par jour, 9h, 18h à peu près, pour mettre un petit coup de pression. Et ça va durer 1 mois à peu près. Et je travaille à fond, hein, à fond. Moi, j'espère juste qu'un jour, ils me disent « Ouais, Arthur, t'as bien fait ton boulot, super, hein, on peut compter sur toi. » Bon, ça n'arrivera pas, hein, vous imaginez bien. Et un jour, il arrive à 14h dans le bureau. Donc déjà, 14h, je me dis, tiens, il se passe un truc. Ouais, c'est pas courant, quoi. Et puis, il s'assied à côté de moi. Alors là, je me dis, oula, il a quelque chose à dire. Vous savez, c'est le genre de gars un peu charismatique et tout. Moi, je doute, donc j'attends qu'il parle. Vous voyez. Et puis, il me dit, Arthur, j'ai les fesses rouges. J'attends toujours. J'ai les fesses rouges, je sors du bureau de Jack. Jack, c'est son chef. Je sors du bureau de Jack, je me suis fait engueuler. On a perdu beaucoup trop de temps sur cette fonctionnalité. On a perdu beaucoup de temps et puis on a pesé le pour, le contre, tout ça. Enfin, finalement, c'est pas un truc si important. Enfin, je veux dire, ça concerne pas un si grand nombre de cas, tout ça. Enfin, bon, on a convenu. Enfin, tu vas passer à la suite, hein, et puis on verra. Peut-être on y reviendra, mais enfin voilà, vaut mieux que t'arrêtes, quoi. Bon, il est charismatique. Moi, je doute, donc oui, j'attends qu'il sorte, et une fois qu'il est sorti, je suis la tête dans le clavier. Oh putain! J'étais dégoûté, quoi. J'étais dégoûté. Donc, j'allais chercher beaucoup plus que du travail. J'allais chercher de la reconnaissance et mon identité, en fait. Et en fait, c'est vraiment du mépris que je reçois. Hein. Et Sainte Danielle, elle a un truc pour parler de ça. Enfin, en lisant ces trucs, j'avais une citation. En fait, elle dit qu'on est passé du deal fordien à un nouveau deal. Alors moi, avant de faire la formation pour faire cette conférence-là, le deal fordien,
comme vous, enfin, je veux dire. Donc le deal fordien, elle expliquait que c'était l'intensification des cadences de travail, des rythmes de travail, contre une augmentation substantielle du salaire. Voilà, une augmentation de salaire. Et elle dit qu'on a remplacé ce deal-là par un nouveau deal. Là, et là, je la lis donc. Remplacé par la perte de la valeur travail, de la légitimité de contestation des conditions de travail, contre la promesse de réalisation de soi, de dépassement de soi au travail et de satisfaction narcissique. Bon. Moi, quand je lis ça, je dis « Ah oui, c'est moi, oui. » Donc, je vous ai dépeint un tableau un peu du milieu du développement logiciel. Ça a l'air un peu pourri comme ça, hein, mais c'est pas que ça. Bon, enfin, vous voyez une ambiance de développement. Pour vous parler un peu, enfin, pour vous parler de mon métier, le développement logiciel, on dit développeur programmeur, c'est la même chose. En fait, c'est l'ouvrier du logiciel. C'est le gars qui est tout seul devant son écran et qui fait les SS2I, les sociétés de services en ingénierie informatique. Elles parlent de pisser du code, vous voyez, comme s'il suffisait d'ouvrir la braillette. Moi, ça n'a jamais été aussi simple, hein, vraiment. Enfin, j'adore mon métier, mais vraiment, ça n'a jamais été aussi simple. Mais surtout, enfin, quand on parle de programmeur, on a souvent soit l'idée de la start-up, le mec, vous savez, qui code dans son garage et qui va devenir milliardaire. Ou alors c'est le gars boutonneux à lunettes qui sait que parler de ça et qui fera jamais que ça de sa vie. Enfin, vous voyez, on ne pense pas souvent ouvrier du logiciel. C'est-à-dire qu'on est vraiment en bas de la chaîne. Et la pression, en fait, quand on est programmeur, bah, vous voyez, la pression, elle descend. Et du coup, c'était pour moi, c'était pour mes collègues. Donc on vit pas mal d'isolement, hein, seul face à notre machine. Il faut imaginer, on est tous confrontés, soit sur les téléphones, sur les PC ou quoi, les tablettes maintenant, on est tous confrontés des moments où on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait faire avec la tablette, le téléphone et tout. Il ne faut pas imaginer que c'est différent pour nous. Hein. Simplement, nous, ça arrive 10 fois par jour et on attend de nous qu'on trouve la réponse. Vous voyez, mais c'est pas différent. Et donc il y a un vrai isolement face à cette machine et dans le travail en général. Et moi, j'étais persuadé en fait que c'était lié à ce métier, que c'était le développement logiciel qui faisait que, bah oui, on était isolé dans notre truc et tout. Et c'est en lisant Saint-Daniel et d'autres sociologues aussi, enfin, ils sont tous d'accord en fait pour dire que l'individualisation du travail a été orchestrée en fait. C'est-à-dire que mai 68 en fait a fait très très peur au patronat. Vous voyez, ces dynamiques collectives là, qui les ont mis un peu en branle, hein, qui a fait fluctuer le rapport de force, hein, pendant un moment dans la société. Ils ont compris, en fait, ce qu'ils ont fait, hein, tous les sociologues du travail le disent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les aspirations de mai 68 pour individualiser le rapport au travail. L'objectif, vous comprenez, c'est casser les dynamiques collectives. C'est-à-dire, par exemple, on a des horaires souples. Ça a l'air chouette, les horaires souples. Bah ouais, t'arrives quand tu veux, tu repars quand tu veux, tout ça. Sauf que du coup, quand il faut tracter à la sortie de l'usine, bah du coup, il faut 4 ou 5 heures dans la journée pour voir tout le monde. Et puis si à un moment, vous voulez faire un speech, réunir tout le monde, etc., bah ça marche pas en fait. Enfin, les gens, ils rentrent et ils sortent au compte-gouttes et vous n'arrivez pas à recréer cette dynamique collective. Et il n'y a pas que ça. Enfin, les entretiens individuels, eh ben, moi, j'en revenais pas, mais les sociologues du travail expliquent, il y a 30, 40 ans, aucun salarié n'aurait accepté d'aller sans un collègue ou sans un responsable syndical parler seul à seul avec son responsable hiérarchique, quoi. Ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas. Et aujourd'hui, je veux dire, moi le premier, j'étais content d'aller à mon entretien individuel, j'ai l'impression qu'on allait prendre en compte ma parole et tout. Il y a un gars avec qui j'ai fait ma formation de conférencier gesticulant, là, Nicolas André, qui a fait une conférence qui s'appelle Oui Chef, qui est vraiment, vraiment à voir aussi. Lui est manager depuis longtemps dans des grosses structures et tout. Il nous expliquait qu'il ne faut surtout pas parler le premier dans les entretiens individuels. Il ne faut surtout pas parler le premier parce qu'on finit, pratiquement tout le monde finit par dire « Ouais, je pourrais faire ça aussi, ça serait bien. Je pourrais faire un peu mieux aussi parce que je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais... » Et si vous voulez, après, quand le manager prend la parole, bing, bing, bah oui, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? On leur donne les clés, en fait. Enfin, voilà. Et faut essayer de les faire parler avant, quoi.
il y a pas que ça. Enfin, il y a les entretiens individuels, mais il y a aussi les objectifs individuels, les primes individuelles, etc. Tout ça, ça casse les dynamiques collectives. Ça nous individualise dans notre travail. En master de management, on m'a expliqué un truc. En fait, on m'a expliqué clairement que le management que je vais faire, le management que je vais produire, enfin qu'on va produire, on s'adresse à la salle, les profs s'adressent à la salle, et ils nous disent clairement, ça va générer des tensions, ça va générer des conflits, mais enfin, vous savez, ils ont des manières de dire les choses, hein, et puis ils sont évangélisés, les gars, ils sont à fond, quoi, ils y croient. Et en gros, ils vous expliquent que ça va générer des tensions, des conflits, de la souffrance, mais c'est normal, c'est parce que à partir du moment où on cherche à être performant dans un projet, à partir du moment où on cherche à être efficace, à avoir des résultats, etc., il y a toujours des tensions en fait. Et puis bah, c'est normal parce que vous êtes exigeant. Vous voyez, donc on flatte au passage. Sous-entendu, en fait, vous, votre rapport au travail, vous voulez que ça marche, vous voulez, alors que les autres, bon, vous voyez, j'ai trouvé ça hallucinant. On nous a dit ça vraiment, enfin. Il y a autre chose aussi qu'on m'a expliqué, c'est que on nous apprend très tôt, enfin, vous savez, dans les équipes projets maintenant, il n'y a plus de décideur dans l'équipe. C'est-à-dire, le décideur, enfin, il y a un pilote, comme on dit, puisqu'il ne faut surtout pas parler de hiérarchie, vous voyez. Donc il y a un pilote ou un chef de projet, et souvent le décideur, en fait, il est dans un autre service, dans une autre structure, etc. Et souvent, en fait, il est dans ce qu'on appelle une maîtrise d'ouvrage. On m'a appris ça hein, en master de management. Attention, la maîtrise d'ouvrage, il faut considérer que c'est le client en interne. Bah oui, sauf que ça transforme vachement les rapports en fait. Parce qu'on a tous à cœur d'être exigeants dans notre travail. Je veux dire, quand on est fournisseur vis-à-vis d'un client, on a envie que le client soit satisfait, quoi. Et le client, il a à cœur d'être exigeant vis-à-vis de ses fournisseurs. Vous voyez, ça change le rapport. Et puis, on ne peut pas attendre de reconnaissance d'un client, ou vraiment, c'est hyper rare, quoi. Donc ça transforme vraiment les rapports. Et c'est en lisant, il n'y a pas longtemps, Éloi Laurent. Éloi Laurent, c'est un économiste à moitié sociologue, il est un peu à cheval. Il est vraiment passionnant, ce gars-là. Il a écrit 2 autres bouquins, par ailleurs, Nos mythologies économiques et Nos nouvelles mythologies économiques. C'est des essais super simple à lire et il démonte la mythologie économique. C'est passionnant. Et donc le bouquin dont je vous parle, c'est L'impasse collaborative. Et en fait, il explique la différence entre la collaboration qu'on nous vend aujourd'hui. Vous savez, on n'a plus de collègues, on a des collaborateurs. Et la collaboration d'un côté et la coopération de l'autre. Et ce truc, ça a vraiment pris un sens chez moi, c'est-à-dire que moi, j'étais toujours dans la coopération et j'avais affaire la plupart du temps à des gens qui collaboraient. Et au départ, c'était abstrait, hein, mais à force de lire, j'ai compris l'idée. En fait, c'est dans la collaboration, on travaille côte à côte. Dans la coopération, on travaille ensemble. C'est-à-dire que dans un cas, si vous voulez, si on se rend compte que notre travail, en fait, risque d'impacter l'autre, risque de le foutre dans la merde ou aura un impact sur la suite, etc., on en parle. On a envie que ça avance, on a envie que de faire avancer les choses en bonne entente. Dans un autre cas, je fais mon boulot et ma responsabilité s'arrête là. Si ça fout l'autre dans la merde, il n'a qu'à voir avec le pilote. Donc, moi j'ai trouvé ça vraiment très frappant. J'ai vécu des situations vraiment difficiles à cause de ça, quoi. J'étais dans une coopération totale, complètement ouverte, et j'avais affaire souvent à des gens qui s'arrêtaient là où s'arrête leur responsabilité. Alors bon, je vous ai fait vraiment un tableau pourri de mon métier. J'ai quand même fait des logiciels des logiciels fun et des logiciels dont je suis fier. J'ai fait le traitement des effectifs, par exemple, pour une grosse structure publique. Ça, c'est génial parce que du coup, on voit combien est payé chaque personne, combien coûte chaque personne. Et puis, souvent, on a des gens qui viennent nous voir. On voudrait faire des statistiques sur ce service parce qu'il nous coûte un peu cher, machin. Puis, on pourrait réduire les coûts. Et puis, ouais, non, c'est pas top. Non. Mais j'ai fait la comptabilité analytique.
Ça, c'est chouette. Enfin, moi, je connaissais rien avant, hein, mais la comptabilité analytique, c'est super parce que, en fait, on analyse tous les coûts d'une structure et à la fin, on est capable de dire, je veux dire, jusqu'au verre, au stylo, la feuille, on peut dire quel service l'a dépensé, pour quel projet, etc. Du coup, on peut dire, ouais, ce projet nous a coûté tant, et puis telle personne nous a coûté tant, et puis... Ouais, non, c'est pas top non plus. Hein. Non, ouais. Vous avez des mines déconfites, je vois bien. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre de super? Ah, j'ai fait les logiciels de suivi. Logiciels de suivi d'activité. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui bossent dans les bureaux. Souvent, on doit remplir des CRA, des comptes rendus d'activité. On doit dire combien de temps on a passé sur tel projet, tel projet, tel projet, tel projet, à quel jour, à quelle heure. C'est infernal, ces trucs-là. Et moi, j'ai fait des logiciels qui servent à faire ces trucs-là. Ouais. Ouais, c'est pas top, ouais. Vous avez compris le truc, en fait, j'aime mon métier, mais sur ce qu'on me fait faire avec, j'ai des gros doutes, quoi. J'ai vraiment pas l'impression de programmer un monde meilleur, en tout cas. Et ça me travaille. Donc, tous les psys sont d'accord pour dire hein, que la perte de sens, c'est un des facteurs importants de burn-out, quoi. Et moi, là, à ce moment-là, si vous voulez, quand je vois pas beaucoup de sens dans mon travail, et quand parfois j'en vois un peu, je me dis... c'est pourri. donc voilà, c'est vraiment un truc qui m'a mis dans le burn-out. Il y a un autre truc aussi qui arrive souvent dans le développement logiciel. Vous savez, comme les technologies changent très très souvent, on nous envoie comme experts sur une technologie naissante. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, il n'y a pas d'expert, quoi. Ça n'existe pas, à part le mec qui a pondu le truc. Et on vous envoie sur le truc. Enfin, moi, ça m'est arrivé 3 fois quand même. Il y a une fois, notamment, mon chef vient me voir, je suis en intercontrat, comme ils disent. C'est-à-dire que je ne bosse pas dans une structure, je suis dans la boîte de Limoges, là, à ce moment-là. Et dans ces cas-là, ils ont l'habitude de dire qu'on coûte de l'argent. On rapporte que quand on est chez le client, soi-disant. Enfin, le boulot est le même quand on est dans l'agence, hein, voyez. Mais bon, on coûte de l'argent à ce moment-là. Et donc, mon chef vient me voir, on est le jeudi, et il me dit « Arthur, je t'ai trouvé une mission et tout, t'attaques lundi à tel client et tout. Ah ouais, c'est cool et tout, et tu vas bosser sur tel techno. » Là, ça va très vite dans ma tête. Wow, ce truc-là, j'en ai fait 4 heures en TP. Je sais pas trop comment lui dire, mais quand même, j'ai des vertiges, quoi. Donc je lui dis non, ce truc-là, non, j'en ai fait 4 heures en TP, là, je peux pas, hein, je vais avoir l'air d'un con, enfin. Non, mais si, non, mais tu vas y aller, Arthur, ça va bien se passer et tout. Puis tu vas monter en compétences. Oh, la première fois qu'on m'a dit ça, je dis oh ouais. La deuxième fois, je dis ah ouais. La troisième fois, je dis merde. Mais bon, cette fois-là, je suis confiant. Tu vois, ah ouais, il a raison, c'est vrai. Enfin, faut avancer, faut suivre la techno. Donc, je lui dis, ok, j'y vais, mais je vais expliquer au client que bon, je suis pas très au fait de ce truc-là, mais je vais bosser beaucoup, puis ça va bien se passer, quoi. Ah non, Arthur, non, tu rentres pas dans ces trucs-là, non, t'es vendu comme expert. Vous voyez les vertiges encore. Wow. Moi, j'ai passé tout le week-end à potasser cette techno-là, et le lundi, j'arrive, les yeux comme ça, là, j'en peux plus. Et pendant 3 mois, je vais bosser comme un taré pour compenser, parce que je cherche de la reconnaissance, parce que on m'a fait comprendre que c'était normal, quoi, que c'était la manière de faire, quoi. Voilà. Et comme ça fait pas longtemps que je bosse, à ce moment-là, j'ai pas d'outils, je sais pas avoir du recul sur ces trucs-là, quoi. Donc ça arrive souvent, et Sainte Danielle, elle a un truc pour parler de ça, elle parle d'apprenti à vie, elle parle de changement permanent. J'ai un exemple pour ça, changement permanent. J'ai eu un parcours de soins un peu, enfin voilà, et un jour en hospitalisation, il y a une infirmière qui arrive complètement vénère dans la chambre. Bon, quand une infirmière est vénère et que vous avez un peu de recul, quand elle doit vous piquer et tout, vous essayez de comprendre pourquoi elle est vénère, de la faire parler, vous voyez, enfin... Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, comment ça va aujourd'hui? Oui, ils m'ont encore déplacé l'armoire à pharmacie. Et elle m'a expliqué que ça faisait 3 fois en 3 mois que d'abord ils avaient changé la pièce de la pharmacie, ensuite ils avaient changé l'agencement de la pharmacie. Et enfin, il faut imaginer, hein, elles ont 3000 trucs, je veux dire, dans l'armoire à pharmacie. Elles ont peut-être 20 patients à voir dans l'heure, quoi. Et il faut qu'elles fassent super vite, etc.
Et donc c'est impossible quoi, de lui changer 3 fois. Enfin, donc elle était en pétard. Enfin, donc voilà, pour illustrer le changement permanent, c'est le genre de truc. Et en fait, il ne faut pas s'imaginer, le changement de techno, c'est pareil, c'est-à-dire que tout ça, c'est orchestré, quoi. On ne cherche pas à faire mieux, enfin, on cherche à faire un peu mieux, c'est l'alibi, quoi. La hiérarchie nous dit, ouais, mais ça sera plus efficace, ça sera machin. Mais en fait, la conséquence de ça, c'est encore une fois qu'on se rattache aux procédures, quoi. C'est-à-dire qu'après, quand on nous dit, bah, ouais, ok, c'est un peu compliqué parce qu'on a tout changé, mais la procédure est là. Ah ouais, merci. Putain, heureusement que t'es là, hein, parce que, vous voyez, enfin... J'ai un pote pour parler de ce truc-là, d'être envoyé comme expert, là. Il me disait, mets-toi en mode mercenaire. Moi, je voulais faire des logiciels, enfin... Je n'avais pas prévu, enfin... Je trouvais ça super violent. Enfin, je trouve que ça image bien le truc, par contre, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive en mode combat, quoi. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est pour le métier de développeur. Et en fait, au bout de quelques années, comme je m'en sors à peu près bien en développeur, en programmeur de logiciels, eh ben, pour la première fois, on va me faire confiance et on va me faire de la conception. Et la conception logicielle, c'est vraiment ce que j'avais adoré à l'école, et j'adore faire ça, vraiment. Si vous voulez, la conception logicielle, en gros, c'est... On analyse comment fonctionne un service, comment fonctionne un processus, comment fonctionne une équipe, etc. Et on va décomposer ça et on va écrire des documents qui vont définir le fonctionnement du logiciel qui va remplacer le fonctionnement existant. Je ne sais pas si... Bon, enfin... Et moi, vraiment, je trouve ça formidable. Et puis, du coup, à chaque fois, on découvre des trucs et tout. Enfin... Et en fait, en faisant la formation hein, pour écrire cette conférence, je lis une interview de Sainte Daniel et elle parle, elle parle du Fordisme, du Taylorisme d'abord et du Fordisme, surtout du Fordisme. Et alors moi, je sais pas, la biographie, on m'avait fait faire la biographie d'Henry Ford en fait quand j'étais en 4e. Vous avez quel souvenir vous à peu près du Fordisme? Ça vous semble être un truc bien, pas bien À l'époque, c'était très bien. Eh ben, moi, à l'école, au collège, on m'a fait faire la biographie d'Henry Ford et on me l'a vendu comme un mec génial. Déjà, il avait fait appliquer l'organisation scientifique du travail. Je veux dire, bon, si c'est scientifique déjà, c'est forcément bien. Enfin, c'est forcément chouette, quoi. Et puis. Et puis, il avait permis à tous ses salariés d'acheter une voiture, enfin tous ses ouvriers, il leur donnait le salaire suffisant pour acheter la voiture qu'ils produisaient, quoi. Bon, ça avait l'air génial, ce truc-là. Enfin, je veux dire, c'est chouette, quoi. Et Danielle Linhart, en fait, dans cette interview-là, elle donne sa définition du Taylorisme. Du Fordisme, pardon, tu vois. Ouais, il y a des experts dans la salle. Excusez-moi. Et donc, elle dit, c'est aller chercher dans la tête des ouvriers toutes les connaissances pour décomposer l'organisation du travail et la leur envoyer sous forme de prescription. Moi, je lis ce truc-là. C'est mon métier, ça. Ben oui, analyser le fonctionnement, décomposer les tâches et renvoyer des prescriptions. Et à la fin, c'est le logiciel. Hein, c'est le logiciel qui gère tout. Et en fait, là, c'est une grosse baffe que je me prends dans la figure parce que vous imaginez bien que Sainte Daniel, elle ne dit pas que ça dans le logiciel. Enfin, dans l'interview. Dans l'interview, elle explique qu'en fait, le Fordisme en fait, a dépossédé les ouvriers de leur savoir-faire. Comprenez bien que si on analyse le moindre de vos gestes et tout sur une chaîne de production, enfin, ou tout ce que vous faites pour mener à bien votre travail, eh ben, vous n'avez plus de savoir-faire critique. Si vous n'avez plus de savoir-faire critique, n'importe qui peut le faire à votre place. S'il y a une procédure qui décrit tout, si n'importe qui peut le faire à votre place, vous n'avez plus de pouvoir. Donc mon métier, en fait, c'était d'enlever le pouvoir aux gens, quoi. D'enlever le pouvoir de contester les conditions de travail, de défendre leurs droits. Ouais, ça a été bizarre, hein, ce truc-là. Moi, j'avais l'impression, enfin, on m'avait vendu à l'école que j'allais rendre service aux utilisateurs, tout ça. Et là j'apprends qu'en fait, bah non, enfin, non seulement je fais chier les utilisateurs, mais en plus je leur enlève leurs droits, je leur enlève... Donc ça a été une grosse claque, quoi. J'ai une illustration pour ça. Mon pote Guillaume,
Mon pote Guillaume, il bosse dans une médiathèque, et alors il est passionné, il a toujours fait ça, et il a son secteur à lui, c'est le secteur des romans, et puis il est super bon là-dessus et tout, enfin, il organise des biennales, etc. Enfin. Et puis un jour, la hiérarchie va décider d'une restructuration dans la médiathèque, et puis c'est super insidieux, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par dire on va changer le mobilier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bureaux, vous savez, normaux, quoi, ils auront une table haute, là, et puis une chaise de bar, et puis ils seront mobiles, vous voyez, enfin. Ça commence comme ça, et puis ça finit par... et puis vous n'aurez plus votre secteur à vous, en fait. Vous tournerez sur les secteurs, et puis bah, vous saurez la semaine d'avant, et puis des fois le matin, vous saurez dans quel secteur vous allez travailler, quoi. Et là, mon pote Guillaume, d'abord, ça le fait super chier, quoi. Il dit, mais non, enfin, moi je veux rester au roman, enfin, voilà. Et puis ensuite, il se dit, mais en fait, c'est une grosse connerie, ce machin, parce que moi, je suis incapable de conseiller les gens sur des romans, en fait. Enfin, pardon, sur autre chose que des romans, voilà. Et il me dit, bah, par exemple, si on m'envoie au secteur petite enfance, alors qu'il y a Audrey qui est là et qui maîtrise bien le secteur, eh ben, moi, je ne vais pas savoir répondre, quoi. Et puis, l'usager, si Audrey n'est pas là, il aura sa réponse que dans 3 jours. C'est pas efficace, votre truc. Il se défend avec les mots du pouvoir. C'est pas efficace, votre truc, parce que du coup, l'usager n'aura pas sa réponse et tout. Et là, sa chef va avoir une réponse super intéressante. Elle va lui dire, comment t'es pas capable de conseiller les gens sur la petite enfance et tout, mais c'est pas compliqué. Tu vas sur Amazon... Tu tapes le nom de l'auteur ou le nom de l'ouvrage dont te parle l'usager et tu regardes les produits associés. Ça, c'est super violent, en fait. C'est vraiment, vraiment super violent. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a un savoir-faire, qui a un métier dont c'est la passion et tout, et dont c'est l'identité. Et ce jour-là, on lui dit, bah écoute, Amazon le fait très bien pour toi. Enfin, je veux dire, arrête tes conneries, enfin... Enfin, Christophe Dejour, c'est ce sociologue du travail dont je vous parlais, il en parle bien de ça. Ouais, enfin, en gros, il dit que, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, quoi, notre identité est composée en grande partie de notre travail. Et du coup, c'est notre identité qu'on touche, quoi. Quand on nie comme ça notre savoir-faire, quand on nie notre métier, nos compétences, c'est notre identité qui est touchée. Et il explique, Christophe Dejour, que personne n'est insensible à ça, quoi. Voilà, à moins d'être sociopathe. On est tous touchés par ce genre d'attitude, par ce genre de trucs. Et quant à penser que c'est Amazon qui va vous faire des conseils de lecture quand vous allez en bibliothèque, je vous laisse apprécier ça. Ben, Amazon, c'est pas moi, hein, mais ça pourrait être moi. Hein. Enfin, c'est un gars comme moi derrière qui programme les trucs et tout. Enfin. Donc là encore, je me dis, bon, mon métier, merde. Enfin. Et il y a d'autres dérives de mon métier, il y en a beaucoup. Enfin, une fois comme ça, j'ai un client en fait qui, bon voilà, enfin, on démarre un projet, ça se passe bien, et puis il m'explique son besoin. Et puis, à la fois dans le document qu'il m'a produit, et puis au téléphone, quand je discute avec lui, il m'explique en fait qu'il y a une procédure, etc., qu'il a mis en place une super procédure, que vraiment, elle est importante pour l'entreprise et tout. Et en fait, il m'explique que les salariés ne la suivent pas. Il ne m'explique pas, mais je comprends à demi-mot qu'en fait, ça les fait chier, quoi. Ça fait chier tout le monde, sa procédure, parce que personne ne la suit. Et puis, il me dit même que quand ils la suivent, ils ne remplissent pas tous les champs et tout. Et lui, ça l'emmerde parce qu'il ne peut pas faire ses statistiques. Il ne peut pas contrôler, savoir, c'est des commerciaux, il ne peut pas savoir, il ne peut pas être sûr, est-ce qu'ils ont bien vendu, combien ce mois-là, combien sur tel secteur, machin, vous voyez, enfin. Et il m'explique, mais là, avec le logiciel, Arthur, ça va être formidable parce qu'ils vont être obligés de suivre la procédure. Et puis tu vas mettre des contrôles partout, sur tous les champs, pour qu'ils soient obligés de saisir toutes les données et tout. Et là, encore une fois, je me dis, mais moi, on m'avait dit que j'allais faire des logiciels pour aider les gens, pour leur faire gagner du temps et tout. Enfin, je veux dire, moi, j'espérais que les utilisateurs, ils allaient me dire, ouais, c'est bien, merci, tout ça. Mais là, je me rends compte, en fait, que je vais faire des logiciels qui vont faire chier les utilisateurs. Et je vais faire des logiciels, en fait, qui sont des outils pour la hiérarchie et même qui sont des moyens de coercition. C'est-à-dire, je vous parlais de logiciels de suivi. Enfin, il y a des logiciels où, vous voyez, vous connectez le matin sur le portail et c'est vert, jaune, orange ou rouge selon si vous avez fait votre quota, si, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je trouve ça complètement fou en fait, parce que,
Enfin, je crois que c'est un des rêves du capitalisme, à savoir, on n'a plus besoin de s'adresser à la personne. On n'a plus besoin de lui dire « t'es nul ». Parce qu'on ne dit pas « t'es nul » aux gens, vous voyez. Enfin, généralement, les gens ont un peu d'humanité. Enfin, le manager, on peut espérer en tout cas un peu d'humanité. Voilà, on peut espérer qu'il va avoir de la compassion ou voilà, qu'il ne va pas nous sortir des trucs comme ça. Mais le logiciel, lui, il s'en fout. Enfin, si c'est rouge, c'est rouge. Vous voyez le truc, enfin, je trouve ça hallucinant, quoi. Et donc, moi, j'espérais rendre service aux gens, et là, je me rends compte que bah, ouais, je les fais chier, en fait, quoi. Donc, ça a été une belle baffe encore. Hein. Et un autre truc comme ça, un autre outil à la disposition des managers, en fait, c'est ce que Vincent de Goléjac appelle... Vincent de Goléjac, c'est un sociologue du travail qui est formidable aussi, vraiment. Vincent de Goléjac, il parle des injonctions paradoxantes, ou objectifs contradictoires. Ça m'est arrivé dans une grosse boîte, une boîte qui par ailleurs faisait de l'armement, vous voyez, une boîte avec un management à la cool, quoi, vous voyez. Et dans cette boîte-là, en fait, on nous expliquait en permanence qu'on avait 2 mois de retard tout le temps, quoi, vous voyez. Donc il fallait travailler comme des fous, Et j'arrive sur ce projet-là, moi, on me donne un cahier des charges, un truc à faire, quoi, en gros. Et je commence à avoir un peu de nez à ce moment-là, un peu de bouteille, et puis je regarde le truc, je dis ouais, c'est costaud ce machin quand même. Et je demande rien à personne, et je fais un chiffrage, c'est-à-dire je fais une estimation du temps qu'il va me falloir pour faire le travail qu'on me demande avec ce truc, quoi. Et j'estime à 7 mois, et je vais voir mon manager, parce que je sens le truc arriver, enfin, je vais voir le manager et je lui dis voilà, j'ai estimé ma tâche et tout, j'ai imprimé le truc, je lui présente dans le détail. Donc voilà, tu vois, il faudra tant, donc en tout, ça fait 7 mois. Bon, bah c'est très bien, Arthur, parce qu'on a prévu 3 mois. Bah non, ça va pas marcher, enfin, non, ça, vous voyez, tu vois bien, enfin, 3 mois, 7 mois, enfin... Mais si, enfin, tu vas voir, on va s'en sortir, et puis, sinon, enfin, on trouvera des solutions, t'inquiète pas. Donc, encore une fois, je travaille comme un fou pendant des mois, parce qu'on a quand même envie que ça marche, hein. Enfin, moi, en tout cas, j'avais envie, enfin, je voulais. Et donc je travaille comme un fou, et puis bon, bah, vous imaginez ce qui se passe à la fin, comment t'es pas... Enfin, et le pire dans tout ça, c'est que au bout de 2-3 mois, le client final, il commence à recevoir des livrables et il trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous. Sans déconner. Et donc, bah oui, on était obligé de bâcler, quoi. On était obligé de bâcler, on faisait de la merde, quoi. Enfin, c'est la méthode à l'arrache, vous voyez, enfin... Donc c'est un exemple, c'est ça, enfin, faire vite et bien, vous voyez. Enfin, et l'objectif contradictoire, l'injonction paradoxante, faire vite et bien ou très vite et bien, c'est pas possible, quoi. Et tous les psys sont d'accord pour dire qu'en fait, enfin, ils ont identifié ça depuis très longtemps. Les paradoxes, ça rend fou les gens. Donc quand on nous met comme ça dans des paradoxes, ben, bon voilà, ça nous met dans des situations très inconfortables, très difficiles, quoi. Je suis sûr que j'avais autre chose à vous dire à propos de ça. Et les injonctions paradoxantes. Oui. Ce qui a été fou avec cette histoire, c'est que donc au bout de 2 mois, je vous disais, le client dit la qualité n'est pas au rendez-vous, et heureusement, enfin. Donc dans ces cas-là, vous savez, ils disent pas vous faites de la merde, ils disent on va faire un audit. Donc il y a eu cet audit, et après l'audit, ils ont dit bon, vraiment la qualité n'est pas au rendez-vous, donc on va vous faire une formation qualité. Donc pendant 2 jours, il y a un gars qui va débarquer, vous savez, et qui va nous expliquer, il connaît rien à notre métier, il va nous expliquer comment bien le faire, alors que ça fait 3 mois qu'on nous dit qu'il ne faut pas perdre une minute, hein, vous voyez. Donc ça met tout le monde furax, quoi. Et c'est complètement fou comme truc, quoi. Vous voyez, on rêve tous. Enfin, la plupart des gens veulent bien faire leur travail. On veut tous bien faire notre travail. On veut juste qu'on nous donne les moyens de bien le faire, en fait. Et oui, et les injonctions, les injonctions paradoxantes, c'est ce qui m'est arrivé. Je crois que c'est la 6e fois où j'ai passé le permis. C'était encore à Limoges. La 6e fois où j'ai passé le permis, comment ça s'est passé? Ah oui, j'arrive, ça fait un moment que je roule, puis vous imaginez les heures de conduite derrière. Donc j'ai toujours un peu de doute, hein, ça ne changera pas, mais quand même, bon, enfin voilà, ça roule, ça va bien et tout.
ça se passe bien. Et en fait, à un moment, j'arrive sur un pont, vous voyez, et il y a une priorité à droite. Et il y a une bagnole, en fait. Mais elle est super loin. Vous savez, et je regarde dans mon rétro, il y a du monde derrière moi. Qu'est-ce qu'on m'a dit la dernière fois? Voilà. La fluidité du trafic, vous voyez, enfin, oh, elle est super loin et tout. Et là, l'inspecteur a pilé. Monsieur Molvo, vous êtes dangereux là. Priorité à droite. Vous descendrez là-bas. C'était pas pour cette fois encore. Hein. Les injonctions paradoxantes, ça m'a rendu un peu fou hein, ce jour-là. Je vous ai dit que moi j'avais programmé des logiciels de suivi d'activité. Vous savez, ce truc qui permet de traquer les gens, le travail un peu à tous les niveaux là. Et alors c'est complètement fou parce que je fais ce logiciel-là et j'en suis victime. C'est-à-dire que ouais, on peut en rire, hein, vraiment. Enfin, allez-y. Hein. Moi, j'ai des cras à faire comme tous les gens comme beaucoup de gens qui bossent dans les bureaux, les comptes rendus d'activité. Et donc, je dois remplir combien d'heures j'ai passé sur tel truc, etc., machin, et combien d'heures sur tel projet, tel document, tel truc. Et puis, je dois le faire. Je vous ai expliqué que le fonctionnement est éclaté, là. Un prestataire, enfin, un intermédiaire, 2 intermédiaires, etc. Et je dois le faire pour chacun des maillons. C'est-à-dire que quand vous le faites pour un, déjà, ça prend facilement une demi-journée. Hein. C'est chiant. Enfin, je veux dire, il faut le faire chaque semaine. Il y a des fois, tellement je passe de temps à remplir ces trucs-là, je me demande si j'ai bossé avant, quoi. Et donc, je remplis pour mon truc, enfin, je remplis pour la boîte, pour le client final, je remplis pour l'intermédiaire, pour le deuxième intermédiaire. Et quand j'arrive chez moi le soir, après, quand je suis indépendant, il faut que je fasse mes factures et que je justifie de chacun des trucs et tout. C'est infernal, quoi. Et puis alors, il y a un autre truc qui est vicieux avec ça, c'est que comme c'est chiant, comme on n'a pas envie, enfin on n'a pas envie de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est infernal quoi. Et du coup, souvent moi je faisais rédaction tel document. Et ça m'est arrivé une fois, enfin je veux dire, il y a un manager qui est arrivé. Comment Arthur, t'as mis une semaine à nous pondre ce truc? Enfin t'as passé une semaine sur cette merde? Bah non, enfin ce truc là en fait, bon il est déjà parti. Hein. J'avais commencé à lui expliquer, mais bon, enfin, c'était mort, quoi. Il est parti, et en fait, ce que j'ai pas marqué dans le logiciel, c'est que pour faire ce putain de document, je suis allé voir la maîtrise d'ouvrage, j'ai fait 2 ateliers, je suis allé consulter les développeurs, je suis allé voir les testeurs, on a mis en place un prototype, on a fait des tests, on a fait des recherches sur Internet, etc. J'ai pas le temps d'écrire tout ça, enfin, ou alors je bosse plus, enfin. Et vous voyez l'outil qu'il y a là, enfin, c'est la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Les sociologues du travail connaissent bien ça. Enfin, cette idée, enfin, le travail prescrit, c'est ce qu'on nous demande de faire. Et le travail réel, c'est tout ce qu'il faut faire pour atteindre ce qu'on nous demande de faire. Et c'est hyper humiliant. Enfin, c'est hyper humiliant quand on nous dit, enfin, quand on résume notre travail à une bricole là, enfin, à une phrase comme ça. Ah bon, t'en es que là. Et moi, j'en avais marre. Enfin, j'en avais marre de ces ambiances, j'en avais marre de ces hiérarchies, j'en avais marre de tout ça. Et du coup, c'est un peu comme ça que je passe entrepreneur, auto-entrepreneur au départ. Bon, il n'y a pas que ça quand même. Je vous l'ai dit au début, je suis fils de patron. Donc il y a une grosse part de déterminisme. Hein. Et puis bon, il y a la paye, tout ça. Enfin, j'ai vu un jour combien gagnait l'entreprise sur une journée que j'étais vendu dans une boîte. Et comparé à mon salaire, j'ai dit, c'est pas possible. Enfin, donc je passe entrepreneur. Et puis bon, j'ai été évangélisé quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, le statut d'auto-entrepreneur, c'est Sarko hein, à l'époque. Bon, sortez pas, j'ai jamais été sarkozyste. Mais bon, il avait bien vendu le truc. On peut créer notre statut en 5 minutes, tout ça. Et puis vous êtes imposé que sur le chiffre d'affaires réalisé, donc il n'y a pas trop de risques et tout. Enfin, ça me semblait génial ce machin. Enfin. Donc j'y suis allé. Et il y a un truc qui est vachement pervers hein, quand on bosse en société de service comme ça ou en indépendant, c'est que, en fait, en gros, tous les 3 mois à 1 an et demi, on nous fait changer de boîte. Vous voyez, enfin, on m'envoie dans telle structure, etc. C'est récurrent, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, la première fois, on trouve ça cool, quoi. Bah ouais, on découvre un autre environnement, machin. Puis quand on est jeune aussi, enfin, ça passe bien, on aime ça, on change, etc. Et puis, au bout d'un moment, bah en fait, c'est fatigant. C'est-à-dire que
comment? Voilà, découvrir des locaux, des collègues, un projet, une équipe, acquérir la confiance des collègues, acquérir la confiance de la hiérarchie sans se mettre à dos les collègues, voilà, faire en sorte que ça se passe bien. Tout ça, c'est assez fatigant, quoi. Et puis alors moi, à partir du moment où j'ai statut d'entrepreneur, je suis en voiture sans permis, en fait, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la dernière mission, sans déconner, la dernière mission que j'ai fait, quand j'arrive, on me propose de choisir entre une place vraiment hyper pourrie, donc d'emblée je dis ah bah s'il y a autre chose, voilà. Et la deuxième place qu'on me propose pour m'installer, pour travailler, c'est dans le couloir qui mène au service informatique, avec la fenêtre derrière mon écran. Alors ça, si vous travaillez sur écran, la médecine du travail, tout de suite, elle vous dit comment est votre écran par rapport à la fenêtre et tout, parce que c'est vraiment mauvais en fait d'avoir la fenêtre derrière l'écran, enfin bref. Et puis, il y a un grand plan de travail comme ça. Je veux dire, les gens passent derrière moi en permanence et tout. Et je bosse comme ça une semaine. Et au bout d'une semaine, il y a 2 stagiaires et 2 apprentis qui viennent se mettre à côté de moi. Et je me dis, bah, on est bien là, c'est nickel. Je suis en voiture sans permis, quoi. C'est-à-dire que je peux même pas aller voir le client ou un chef chez le client pour dire, bah non, mais là, vous pouvez pas me faire ça. Enfin voilà, c'est comme ça, quoi. Je suis obligé de faire avec. C'est c'est assez insécurisant hein, comme truc. Quand les gens passent en permanence derrière votre écran et tout, je suis pas bien avec ça, quoi. Mais j'ai aucun pouvoir, donc bah voilà, je continue. Et il y a un autre truc aussi qui m'est arrivé en indépendant, qui est assez chouette. En fait, c'est un nouveau client qui prend contact avec moi. Et c'est le commercial du client qui prend contact avec moi. Et vous savez comment c'est avec les commerciaux, quoi. Je veux dire, ouais, monsieur Volvo, ouais, super, ouais, vous avez tout ce qu'il faut, puis il y a un bon feeling et tout, on va travailler ensemble et tout, machin. Moi, il faut imaginer, hein, c'est un nouveau client, je suis une goutte d'eau dans des structures gigantesques, donc un nouveau client. Ouais, ok, ouais, très bien, machin. Je suis à fond, je veux pas le louper et tout. Et donc, bah, ça se passe super bien. Et puis à la fin, le gars me dit, bon, bah écoutez, la procédure, c'est que vous rencontriez le CTO et après, vous faites un entretien avec lui et après, on vous recrute, quoi. Et là, j'entends CTO, tu veux dire un trigramme en anglais. Ça pue, là. Je sens que je suis pas à la bonne porte. Donc, CTO, c'est Chief Technical Officer, donc c'est responsable technique, vous voyez. Et donc, le responsable technique prend contact avec moi. Et il me fait un mail, il me dit, bon, il y aura 2 heures d'entretien, et puis ensuite, on fera un test sur machine. Et là, si vous voulez, ça fait 8-9 ans que je bosse à ce moment-là. J'ai un CV long comme ça, j'ai un tas d'expérience, etc. Je comprends pas, un test sur machine, fait chier, quoi. Des tests sur machine, j'en avais passé, vous savez, quand j'étais en costard avec ma serviette. À ce moment-là, je trouvais ça normal, Mais là, je comprenais pas, quoi. J'étais emmerdé avec ce truc-là, puis j'étais en colère. Ouais, fait chier. Puis moi, j'avais du boulot, faut imaginer. Je passais ma vie à bosser tout le temps. J'avais du boulot à la gueule. Et le gars veut que je passe 2 heures à voir si je sais bosser. J'ai un CV, des références, machin. Qu'est-ce qu'il veut, quoi. Et là, c'est intéressant de voir comment je me suis sorti de ça. Ou plutôt, comment j'ai réussi à prendre du recul, en fait. J'en ai parlé à un collègue qui est indépendant aussi. Et ce collègue-là, il m'a dit, mais attends Arthur, si tu fais intervenir un plombier chez toi, tu lui files pas 2 bouts de tuyau là, pour vérifier s'il s'est soudé, et puis après, ouais, la fuite, elle est là, vous pouvez y aller, quoi. Bon, ben, je leur ai répondu ça. La première fois de ma vie, j'ai perdu un client. Ça n'a pas marché. Bon, j'ai su après qu'ils ont fait une campagne numérique pour l'UMP. J'ai dit, bon, l'un dans l'autre. C'est peut-être pas plus mal. Mais quand même, ça m'a travaillé un moment, ce truc-là. Je me suis dit, les gars, ils ont mon CV, ils ont un tas de références et tout. Pourquoi ils ont besoin de faire ça ? Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, quoi ? Et vous savez, comme je suis indépendant, normalement, il y a un rapport de client-fournisseur. Donc, plus ou moins sur un terrain d'égalité, quoi. Et je crois qu'en fait, ce qu'ils cherchaient à voir, c'est si j'étais d'accord pour faire ça. Vous voyez ? Rétablir le lien de subordination. Et parce que, si, avec le boulot que j'avais, si j'acceptais de passer 2 heures juste pour montrer que je savais travailler, je veux dire, après, ils pouvaient m'envoyer n'importe quelle merde, j'allais dire oui, quoi, vous voyez, Et il y a un autre truc, il
y a un autre truc derrière ça, c'est que les sociologues, ils parlent de savoir-être. Vous savez, c'est très à la mode le savoir-être. J'ai une copine, il n'y a pas longtemps, là, qui est en conflit avec sa boîte et qui m'a expliqué qu'elle dépassait de loin en fait, les objectifs. Elle est représentante syndicale, donc elle a 40 heures par mois pour bosser pour le syndicat. Elle arrive à atteindre ses objectifs, à les dépasser, alors que d'autres n'y arrivent pas sans les 40 heures syndicales. Mais elle s'en prend plein la gueule par sa hiérarchie, parce qu'elle n'a pas une bonne attitude. Vous voyez, enfin, le savoir-être, quoi. Et donc là, ce qu'on veut tester, c'est mon savoir-être. C'est-à-dire, on ne veut pas un bon professionnel. Parce que le bon professionnel, il a son savoir-faire, et son savoir-faire, il est opposable, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, si moi, on me demande de faire de la merde, moi je veux dire, ouvrier qualifié du logiciel, je peux dire, bah non, regardez bien ce que vous me demandez de faire. Ça, je veux dire, dans les règles de l'art, dans le métier, c'est de la merde. Enfin, vous voyez, enfin... Eh ben, c'est pas ça qu'ils veulent, quoi. Ils veulent pas quelqu'un qui va s'opposer, ils veulent quelqu'un qui va appliquer la procédure, quelqu'un qui aura du savoir-être. Voilà. Il y a une dernière chose qui m'est arrivée quand j'étais entrepreneur. Alors paradoxalement, c'était au début, quoi. C'est-à-dire qu'au tout début où je lance mon statut d'entrepreneur, pardon. Il faut imaginer, à ce moment-là, j'ai mon boulot salarié et je bosse déjà beaucoup. Et le soir, j'essaie de lancer mon activité. Faut être sacrément évangélisé. Et donc j'ai un premier projet en fait avec un client et ça se passe très bien. Évidemment que ça se passe bien parce que j'aurais tout donné pour que ça se passe bien de toute façon. Donc ça se passe super bien. Et ce client me dit, bon Arthur, super et tout, le projet, enfin, je veux dire, c'était parfait. Donc on va faire appel à toi. Je veux dire, dans une semaine ou deux, il y a un truc qui tombe. Par contre, cette fois-ci, on fait différemment. On le met sur une plateforme d'appel d'offres en ligne. Vous savez, une plateforme en fait où les gens, voilà, quand ils ont un besoin en développement logiciel ou site internet, ils décrivent leurs besoins. Et des gens comme moi, des développeurs, des indépendants, peuvent répondre et dire combien de temps ils passeraient pour faire ça, pour quel prix, sous quel délai, de quelle façon, etc. Et donc il me dit, on va mettre ce truc sur cette plateforme-là et tu répondras à l'appel d'offres. Alors moi je commence tout juste, ouais, ok, pas de problème, j'y vais. Et donc je lis son truc, j'estime à peu près à une semaine de travail. Une semaine de travail, je me dis, bon, 400 €, comme je commence, c'est honnête et tout, j'évalue ça. Et je me connecte sur la plateforme pour renseigner, pour répondre à l'appel d'offres. Et sur la plateforme, il y a déjà 2 réponses. Donc qui sont rapides en plus. La première réponse, c'est un Roumain qui fait le boulot qui propose de faire le boulot pour 170 €. La deuxième réponse, c'est un Sénégalais et c'est 40 €. Et là, je me dis que s'il y a des mecs qui peuvent bosser une semaine en faisant le même boulot que moi pour le prix d'un resto en France, je vais peut-être pas faire ça longtemps comme métier finalement. Enfin, ça a été très violent. Enfin, c'est hyper insécurisant, hyper précarisant. J'ai pris la mondialisation tout seul dans la gueule devant mon écran, quoi. Ouais, ça a été violent ce truc-là. Et de la violence, j'en ai vu pas mal en fait. J'en ai vu pas mal. Vous savez la boîte qui faisait le management à la cool là. En fait, on a une blague un peu récurrente et tout dans le métier du développement logiciel notamment, pas que, mais enfin. Quand une personne oublie de verrouiller sa machine, vous savez, son poste de travail, on va dessus et on envoie un mail en son nom et à toute l'équipe en disant « j'amène les croissants demain ». Quoi. Puis ça, c'est cool en fait. Ça, c'est cool. Le lendemain, on passe un bon moment au café, croissant. Puis bon, voilà, on se renvoie la balle et c'est assez fun en fait comme truc. Et dans cette boîte-là, management à la cool, là... ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un taux de mecs d'à peu près 100% en fait. 40 personnes dans la boîte à ce moment-là, 40 mecs. Et donc ils ont remplacé cette petite blague par une petite variante. Quand on oublie de verrouiller sa machine, on a du porno gay en fond d'écran.
Moi j'ai jamais eu ça, hein, parce que j'étais prestataire, indépendant, je pense que je leur faisais un peu peur. Mais j'avais remarqué quand même que c'était très fréquent, et puis ça revenait souvent sur les mêmes quand même. Et enfin, moi j'avais trouvé ça super moche, super violent. Enfin, j'avais dit au gars, mais putain, enfin, je veux dire, on peut trouver plein de trucs drôles, quoi. Mais t'es Christine Boutin, Sarko, je sais pas, enfin, un truc on se marre, quoi. Enfin, pas ça, enfin, ça n'a rien à foutre là. Enfin, j'avais trouvé ça hyper violent, enfin. Et il y a un autre truc comme ça qui est arrivé dans cette boîte, c'est... Ah oui, non, c'est dans une autre boîte. Ouais, enfin... Une autre boîte où, en fait, si vous voulez, ils avaient une méthode de management du même genre. Et ils sortaient un gars tous les 3 mois, vous voyez. On était une équipe d'une vingtaine et puis ils en sortaient un tous les 3 mois, il y en avait un nouveau. Donc c'est super bien, le management par la tyrannie, vous voyez. Vous savez qu'il y en a un qui va sortir bientôt, donc on serre les fesses, on bosse, quoi. Et dans cette boîte-là, à un moment, en fait, je sens que ça part en vrille. En fait, pour faire le lien, c'est le fameux projet, j'ai estimé à 7 mois, on m'a donné 3 mois. Et donc je sens à un moment que ça va partir en sucette. Et donc moi je prends les devants, comme je suis indépendant, je flippe un peu quoi, pour mon avenir. Et je sens qu'ils ne vont pas continuer avec moi. Donc je prends les devants, je contacte des clients et tout. Et comme il y a beaucoup de boulot, je trouve une autre mission. Donc je suis rassuré et tout. Et puis j'attends plus que ça. J'attends plus qu'on me dise, bon bah là Arthur, voilà. Et puis bah, ça loupe pas quoi. La directrice de projet vient me voir, Arthur, faut qu'on parle, machin, viens dans mon bureau. Donc voilà, je me trouve dans son bureau, oui, tu comprends, avec ce qui s'est passé sur ton segment du projet, on va pas pouvoir continuer, le client est pas content, machin. Puis moi, je dis, oui, bien sûr, oui, j'ai compris, je suis complètement rassuré, donc je m'en fous presque, alors qu'elle, vous voyez, il y a quelque chose de lourd pour elle, quoi, vous voyez. Et puis bah, moi, j'essaie de la détendre, en fait. Je lui dis, non, mais oui, enfin, j'avais senti, j'avais compris, donc bon, bah, j'ai pris les devants, ça va, enfin voilà, vous inquiétez pas pour moi, c'est bon et tout. Ah, elle s'est mise à pleurer, en fait. Bah, j'ai pas compris. Hein. Moi, d'abord, je croyais que c'était mon tour. Et bah, j'ai pas du tout su réagir, quoi. Enfin, sur le coup, j'étais vachement gêné. Enfin, puis, bah, bon, j'ai baragouiné un truc, je suis sorti du bureau, et puis voilà. Enfin, en fait, j'avais pas... Ce dont je me rends compte à ce moment-là, c'est que le harcèlement qu'elle nous fait subir depuis des mois, qu'elle me fait subir depuis des mois, elle subit le même de sa hiérarchie, quoi. Et c'est super violent, enfin. Et oh merde, j'ai dit harcèlement. Oh pardon, non, je voulais dire burn-out. Non, parce que le harcèlement, c'est puni par la loi. Et puis en plus, si on dit harcèlement, ça veut dire qu'il y a un harceleur, des harceleurs. Enfin, non, c'est vachement délicat. Enfin, non, burn-out, c'est mieux. Vous voyez, c'est Vincent de Goléjac hein, qui en parle super bien de ça. Burn-out, et c'est comme risques psychosociaux, vous voyez. Ça neutralise complètement la question de la responsabilité et la question de la souffrance. C'est un mec fragile. Il a fait un burn-out, c'est un mec fragile. Ça euphémise, enfin j'y reviendrai après, mais il y a un autre truc qui se joue aussi avec l'histoire du gay porn, là, du porno gay. C'est Vincent de Goléjac encore hein, qui parle de lutte des places. Vous voyez, enfin, l'ambiance un peu viriliste qu'il y avait dans cette boîte-là. Vincent de Goléjac, il dit « Les salariés sont renvoyés à un combat individuel de changer leur place dans l'ordre plutôt que de changer l'ordre des places. » Donc c'était vraiment cette ambiance-là. Et donc j'étais sur la novlangue, là, enfin, cette idée, le poids, l'importance des mots, enfin, vous voyez, la novlangue managériale, la novlangue en général, vous savez, c'est ce truc qui fait que la balayeuse est devenue technicienne de surface et sera bientôt ambassadrice de propreté. Donc vous avez pigé le truc, c'est que ça minimise les conflits, ça minimise les tensions, ça minimise les souffrances. Et là, il y a un truc super important qui se joue parce que les souffrances, les tensions, les conflits, elles sont toujours là en fait. Tout ça, c'est toujours là. Enfin, je veux dire, on gomme pas tout ça sous prétexte qu'on change les mots, quoi. Par contre, si on n'a plus les mots pour exprimer et même pour penser notre rapport au travail et notre souffrance au travail, si on n'a plus les mots, le risque principal, c'est de somatiser, en fait. C'est-à-dire qu'on a de la colère, on a de la peur, on a de la tension, on a des sentiments forts comme ça.
et on n'a plus les mots pour en parler, et le risque, c'est que, enfin, en tout cas, ce qui m'est arrivé à moi, c'est de somatiser, et ça passe dans le corps, quoi, voilà. Vous avez le droit de gueuler, là, c'est le moment où je regarde mes notes, donc... Ah, merci. Et donc, Sainte Danielle, elle explique que, en fait, avec le néo-management, pratiquement, enfin, quelques années après l'arrivée du néo-management, il y a en fait des trucs qui sont apparus, les coachs en entreprise notamment, les gens qui vous guident parce que vous êtes en difficulté dans l'entreprise, et il y a même eu des chèques psy. C'est-à-dire, par exemple, les salariés d'Orange, au moment où il y a la vague de suicide chez Orange, je ne sais pas s'il y a 10-12 ans peut-être, Orange distribue des chèques psy à ses salariés. Donc, sous-entendu, l'organisation du travail te fait souffrir, va donc voir le psy. Vous voyez la perversité du truc, quoi. Enfin, encore une fois, c'est l'individualisation du rapport au travail et la psychologisation du rapport au travail, quoi. Oui, quand j'ai joué ma conf à Agen, il y a des salariés de Pôle emploi qui m'ont interrompu à ce moment-là et qui m'ont dit « Mais vous savez, nous, quand on se connecte à notre portail informatique en arrivant le matin, on a un accès privilégié à Petit Bambou. » Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Petit Bambou. C'est un outil de méditation sur PC ou smartphone. Alors, moi, j'adore la méditation. Hein. J'ai rien contre la méditation, je trouve ça formidable et ça m'a beaucoup aidé. Hein. Mais par contre, vous voyez, c'est le même processus qui est à l'œuvre là. Tu vas super mal dans le travail, va donc méditer un peu. Le travail te fait souffrir, fais un travail sur toi. on renvoie encore une fois la personne à ses souffrances et à elle-même, quoi. Donc, vous l'avez compris, moi, à ce moment-là, je suis indépendant, donc les solutions, en fait, contre ces problèmes-là, elles sont d'abord collectives, en fait. Sauf que moi, je change de boîte tous les 3 mois à 1 an, donc j'ai pas de collectif ou très peu, et j'ai pas droit au chèque psy, j'ai pas droit au coach en entreprise, j'ai pas accès à Petit Bambou, enfin... Et donc je vais pas bien, hein, je suis en plein burn-out à ce moment-là, enfin je vais très mal. Et Danielle Linhart, Sainte Danielle, pardon, Danielle Linhart, Sainte Danielle a dit qu'en fait, aujourd'hui, on est tous tayloristes. C'est-à-dire qu'on a tous intégré le produire mieux, plus vite, etc., la qualité. On essaye tous de faire plus vite et de faire mieux. On a tous intégré ça, on le fait tous presque naturellement, enfin. Et du coup, ça pose la question, en fait, à quoi sert la hiérarchie ? Parce que finalement, la hiérarchie, enfin, organiser le travail, prioriser, enfin... Mais finalement, enfin, quelle marge de manœuvre il leur reste aux hiérarchies pour produire mieux, pour produire plus vite? Moi, je crois que la seule marge de manœuvre qui leur reste, en fait, c'est l'individu. Et je crois que c'est pour ça qu'on en arrive à casser les individus pour qu'ils suivent les procédures. Et du coup, enfin, je veux dire, un truc qui me vient, enfin, j'ai écrit cette conférence, faut imaginer, enfin, j'ai écrit cette conférence avant les Gilets jaunes. Et en fait, à ce moment-là, je racontais en fait ce qui s'est passé au 1er mai l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a des mecs au 1er mai l'année dernière, des Black Blocs, là, soi-disant, qui ont pété un McDo près d'Austerlitz, là. Et scandale médiatique, à l'époque, on trouvait ça scandaleux, enfin, aujourd'hui, on a un peu dépassé ça, mais... Et les mecs, quand même, avaient pris le soin de placarder des trucs avec marqué « aux familles des vitrines », etc., faire une revendication politique de cette pseudo-violence, enfin, voilà. Enfin, moi, enfin, vous voyez le décalage, enfin, de quel côté elle est la violence, quoi. Quand il y a des centaines ou des milliers de gens qui souffrent au travail quotidiennement et qu'on vient nous faire chier parce que des mecs ont pété un McDo, enfin, je veux dire, ils s'en sont pris à personne, ils s'en sont pris à du matériel, enfin, de quel côté elle est la violence, quoi, de quel côté est la violence? Donc je vais vraiment pas bien. Je vais vraiment pas bien à ce moment-là. Je passe au rouge. Vous avez noté, hein. On est vraiment traqué. Je vais vraiment pas bien et ma femme est enceinte à ce moment-là. Et comme on va, enfin moi je vais vraiment pas bien, on décide d'aller prendre l'air.
Moi, j'habite en Corrèze, en fait, à la campagne. Donc, on décide d'aller prendre l'air à Nice. Si vous voulez prendre l'air un jour, bon, allez, venez plutôt chez moi en Corrèze. Hein. Bon, enfin... J'ai quand même... Enfin, honnêtement, j'ai adoré Nice. Hein. C'est formidable. Si on fait abstraction quand même des avions qui passent toutes les 5 minutes au-dessus de la promenade, là. C'est la promenade ou c'est... Oui, c'est la promenade. Sans déconner, pour ceux qui sont déjà allés à Nice, il y a vraiment un avion toutes les 5 minutes. Hein. C'est un truc de malade. Il y a des Bentley qui passent partout. Des assiettes de tapas à 45 €, des nuits d'hôtel à 1 000 €, etc. Enfin, là, j'ai pris 2 baffes en fait, dans la figure à ce moment-là. Vous savez, les psychologues, ils parlent de la différence entre savoir et sentir. Moi, à ce moment-là, en fait, je sais les désastres écologiques. Je sais les inégalités, mais ce jour-là, en fait, je les sens, quoi. Je les vis pleinement. Enfin, j'avais jamais rêvé de faire partie, en fait, de ces gens-là. Enfin, j'avais jamais rêvé de ça. Mais moi, on m'a élevé avec cette phrase, vous savez, quand on veut, on peut. Et moi, j'avais jamais rêvé de faire partie de ce truc-là, mais ça m'avait toujours semblé accessible. Je m'étais toujours dit, bah, si un jour j'ai envie, bah oui, enfin... Et là, je comprends que bah non, enfin, ça me sera jamais accessible, et quel que soit le travail que je fournisse. Et c'était difficile à entendre pour moi, hein, parce que je pensais vraiment que mon travail, enfin, l'effort produit au travail, conditionnait notre réussite complètement. C'est-à-dire que, vous savez, enfin, on nous vend la méritocratie. Je veux dire, on mesure que le résultat dans la méritocratie. On mesure pas l'effort, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont bosser comme ça, et qui arriveront à un résultat comme ça, et il y a d'autres gens qui vont bosser comme ça et qui arriveront à ce même résultat, quoi. Enfin, enfin ouais, ça a été violent. Moi, j'ai toujours cru que ça m'était accessible, et puis là, d'un coup, je me réalise que non. Et quand j'ai fait la formation pour écrire cette conférence, il y a une nana, Ludivine Lalara, qui a fait sa conférence, c'est sur le féminisme et la bipolarité. Elle s'appelle Harry Potiche, Féminisme à Poudlard, je crois. C'est formidable, je vous invite à la voir, c'est génial. Et en fait, vous avez compris, elle est féministe, donc elle sait ce que c'est que la domination, en fait. Elle sait ce que c'est que le rapport de domination et d'être en bas, quoi. Et elle voit que je suis pas bien hein, pendant cette formation, parce qu'à ce moment-là, en fait, je n'ai pas compris où est ma place, mais je commence à percevoir. Et elle arrive, vous savez, elle arrive derrière moi, enfin à côté de moi, elle me dit « Alors, bienvenue chez les dominés !» Bah merde, enfin moi j'avais créé ma société, tout ça, enfin je croyais que moi justement, vous voyez, enfin oui, je me sentais au-dessus, quoi. Et là, ouais, c'est une belle baffe que je prends dans la tronche, quoi. Mais c'est important, hein, cette idée que l'effort, vous voyez, le rapport entre l'effort et la réussite, il n'est pas le même pour tout le monde, quoi. Et donc je vais vraiment pas bien, et vous avez vu, enfin, je travaille énormément, hein, j'insiste pas là-dessus, je crois que ça devrait revenir souvent, parce que je travaille comme un fou, enfin, et j'ai un cœur gros comme ça, enfin, je donne tout ce que j'ai au travail, j'ai un cœur gros comme ça, et ça s'est vu au scanner, en fait. Le 19 mars 2015, on me diagnostique un lymphome de Hodgkin, voilà. Alors les hématologues disent c'est le moins pire des cancers. Ouf, bonne pioche. Bon, depuis 3 ans, il n'y a plus de traces de la maladie. Hein, donc voilà, c'est pour vous faire retomber le truc, quoi. Mais, donc voilà. Donc ça, c'était le 19 mars 2015. Et le 20 mars 2015, ma femme donne naissance à ma fille, Margot. Donc ça a été une période, vous voyez, un peu chaotique. Un ascenseur émotionnel fulgurant. Et alors, passer l'angoisse, passer la sidération, passer les premiers traitements, tout ça, je me rends compte en fait que j'ai pas de prévoyance. Alors, qui sait à quoi sert une prévoyance ici? Levez la main, ceux qui savent. Bon, on arrive à la dizaine. La prévoyance, c'est le truc qui fait que quand vous êtes en arrêt maladie, vous avez des indemnités journalières. C'est-à-dire que moi, j'arrive à ce moment où j'aurai pas de revenus, puis je me rends compte que ça va durer un petit moment.
Enfin, j'aurais pas de ça, je pourrais pas me payer et je me rends compte que bah, j'aurais rien, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc ça a été brutal et puis je me rends compte qu'il faut être entrepreneur de sa maladie parce que plus exactement, en fait, quelques mois avant la naissance de ma fille, en fait, j'avais souscrit à une mutuelle. Parce que, vous voyez, dans ma tête, je m'étais dit, bah oui, il y a un enfant qui arrive, de mon salaire dépendra un enfant, tout ça, c'est important. Enfin, j'avais commencé à cogiter, vous voyez, ça travaille, ce genre de truc, quoi. Et donc, j'avais pris une mutuelle et je m'étais mis d'accord avec la courtière. Elle m'avait envoyé aussi un dossier de prévoyance. Sauf que le dossier de prévoyance, il était épais comme ça, il était super compliqué et moi, j'avais du boulot. Je courais partout, j'en pouvais plus, Donc, j'ai laissé de côté ce dossier. J'avais jamais été malade en plus, vous voyez, pas moi, vous voyez. Donc j'ai laissé de côté ça et complètement naïvement, en fait, à ce moment-là, une fois que voilà, j'ai passé les premiers traitements et tout, je vais appeler cette dame et je vais lui dire, bon, bah, finalement, on s'était mis d'accord sur le prix, j'avais commencé à vous envoyer les éléments, j'avais commencé à remplir le dossier, on pourrait juste antidater le dossier d'une semaine et puis c'est bon, en fait. Bon, c'était complètement naïf, hein. Et la nana au téléphone va me dire, bah, écoutez, monsieur Molvo, non, vous doutez bien que c'est pas possible. Et puis, vous savez, pour la mutuelle, on ne peut pas être sûr que vous n'ayez pas senti quelque chose. J'ai raccroché, j'ai pas su quoi répondre. Donc, il fallait être entrepreneur de sa maladie aussi. Et on peut parler de harcèlement administratif sans déconner. J'ai essayé à 5 ou 6 heures différentes dans la journée, tous les jours de la semaine, pendant 3 mois, pour essayer de joindre un service qui peut-être allait me faire prétendre à une invalidité. Je vous jure que je pourrais faire une conférence rien que là-dessus, quoi. C'est-à-dire que juste pour avoir le formulaire qui me donnerait accès au dossier pour prétendre, juste pour faire ça, il m'a fallu à peu près 1 mois d'appels récurrents, etc. pour avoir ça. Et puis d'abord, on m'a dit, mais monsieur, vous n'êtes pas à jour de vos cotisations. Ah bon, comment? J'ai toujours payé. Ah oui, mais il y a 2 ans, vous avez oublié un versement. Donc je paye. Et ensuite, on me dit, bah oui, mais au moment de la survenance de votre invalidité, vous n'étiez pas à jour de vos cotisations. Donc à recommander, non mais vous foutez pas un peu de ma gueule? Et là, on me dit, oui, bon, on va vous envoyer. Et puis, j'ai pas eu droit, hein, vous vous doutez bien. Donc, entrepreneur de sa maladie, je vous ai dit que le développeur, c'était l'ouvrier du logiciel. Et ça, c'est la dernière grosse baffe que je prends, en fait, en préparant cette conférence gesticulée. Les copains, les formateurs, tout ça m'oriente vers Claude Didry. Claude Didry, sociologue du travail, formidable aussi. À la fin, j'ai des flyers là avec les sources. Si vous voulez, vous prenez ça. Voilà. Claude Didry, donc je regarde une conférence de lui en fait, et dans sa conférence, il cite Adolphe Thiers. Adolphe Thiers était président sous la Troisième République. Alors la dernière fois, il y a un mec dans la salle qui m'a arrêté, qui m'a dit « Attention, il n'était pas président sous la Troisième République, il était forcément président du Conseil. » Bon, tu vois. Donc il était président du Conseil, mais c'est à peu près, bon, voilà. Et Adolphe Thiers, donc président sous la Troisième, il est président en 1871, mais là, le discours dont je vais vous parler, il l'a fait en 1848. Alors il faut imaginer, à ce moment-là, en fait, il y a eu la révolte des canuts, notamment. Les canuts, c'est des ouvriers du textile dans la région lyonnaise qui travaillaient dans des conditions mais horribles, quoi, et qui en fait, ont fait une sorte de révolte, quoi, pour essayer de défendre leurs droits, et ça a fini dans un bain de sang, voilà. Mais petit à petit, après ça, en fait, on a créé les prémices, c'est-à-dire on était au louage d'ouvrage, ça s'appelait, et puis ensuite on a créé les prémices du droit du travail, en fait, du code du travail. Et donc, ces prémices sont déjà en place, et Adolphe Thiers, je le cite, « Voici pour l'ouvrier de mérite un moyen certain d'arriver au résultat proposé, de devenir entrepreneur sans capital, et sans l'inconvénient attaché à une entreprise collective. Ce moyen est celui de travail à la tâche ou marchandage que les nouveaux amis des ouvriers ont aboli. » Je me suis fait avoir par une blague d'un siècle et demi, en fait. Parce que là, en fait, il vend le statut d'auto-entrepreneur, quoi.
Je veux dire, c'était il y a un siècle et demi, mais concrètement, c'est ça qu'il dit. C'est-à-dire, les ouvriers ont conquis des droits, mais voyez, vous pouvez arriver à faire du meilleur travail, à être libre, et je ne sais plus ce que c'est le troisième truc, mais en gros, travaillez donc tout seul, vous verrez, c'est chouette, quoi. Sauf que vous êtes à poil. Donc je me suis fait avoir par une blague d'un siècle et demi, et le salariat est une conquête. C'est surtout ça la grosse baffe, parce que je vous expliquais, pour moi ça comptait d'avoir été salarié. Je me sentais pas supérieur, c'est pas ça, mais j'avais fait cet effort-là et j'étais fier de ça, quoi. J'étais fier de ça, et là, ce jour-là, je découvre qu'en fait le salariat c'est une conquête, que des gens sont battus, même des gens sont morts pour ça, et que moi je me suis mis dans la merde tout seul, quoi, par une blague qui a un siècle et demi. Et il y a un truc important quand même à retenir de ça, c'est qu'il y a une tendance structurelle du donneur d'ordre à vouloir se passer du statut d'employeur, quoi. C'est-à-dire, Ryanair, les pilotes de Ryanair étaient tous indépendants au départ. Ils ont reconquis des droits, ils ont fait reconnaître leur statut de salarié auprès de Ryanair, mais à l'origine, ils étaient tous auto-entrepreneurs, les pilotes de Ryanair. Les Deliveroo, Uber Eats, là, les mecs à vélo, vous savez, qui livrent et tout, ils sont tous indépendants. Ils travaillent dans des conditions, ils n'ont aucune protection, etc. On est en train de casser le code du travail. On a bien commencé. Vous savez bien. Il faut imaginer l'analogie. Si aujourd'hui on roulait dans Toulouse, mais sans code de la route, quoi. Parce que c'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça que ça produit, quoi. Il y a une autre analogie, bon, c'est un peu plus geek, c'est un peu plus informaticien, mais vous savez, sur les téléphones, les ordinateurs, etc., il y a ce qu'on appelle des systèmes d'exploitation. Vous savez, Windows, Linux, etc., Android, macOS. L'organisation du travail, c'est un système d'exploitation. Les systèmes d'exploitation, ils sont mis à jour en permanence sur nos téléphones, sur nos machins. Il serait peut-être temps de faire une putain de mise à jour du code du travail et qu'on arrive à reconquérir des droits, etc. Vous voyez. En tout cas, l'organisation du travail est un système d'exploitation. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça, les questions qui viennent après, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait à partir de là, quoi. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien et qu'est-ce qu'on fait sur le long terme, quoi. Comment on combat tout ça? Il y a une chose qu'il faut que je vous dise avant, c'est que tous les psys sont d'accord pour dire que le burn-out, c'est une dépression qui est liée à une surcharge d'activité. Il y a un psy, moi je suis tombé sur ce psy un peu par hasard, je crois que c'est Robert Neuberger, il me semble que c'est ça, qui dit le contraire de la dépression, c'est la rage. Prenez la rage. Franchement, prenez la rage. Je ne suis pas en train de vous dire de faire une connerie quand je dis ça. Ce n'est pas mon propos. Simplement, il faut accepter de voir ce qu'on vit, quoi. Je veux dire, de voir ses sentiments, etc. Si on a de la colère, si on a de l'angoisse, si on a ce genre de choses, si on n'en parle pas, si on n'en fait pas quelque chose, on risque de le somatiser, ça risque de finir autrement. Donc prenez la rage. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien? Il faut dénoncer les pratiques managériales abusives. Quand on peut le faire collectivement, il ne s'agit pas d'aller tout seul comme un con, parce que là on se fait dégommer. Ils ont tous les mots, ils sont organisés et tout. Donc il faut le faire collectivement. Tous les sociologues du travail disent que les solutions sont collectives. Vraiment, c'est la clé, quoi. Donc il faut dénoncer ça, il faut dénoncer tout ce qui est individualisation et psychologisation du rapport au travail. Il n'y a pas de personnes fragiles, il n'y a que des personnes fragilisées, quoi. Il faut parler de nos souffrances. Moi le premier, je voyais que mon espoir de réussite, là, et j'avais pas l'humilité pour en parler, et puis aussi j'avais peur de faire chier les gens. Mais je souffrais beaucoup au travail, je souffrais beaucoup. Donc il faut parler, il faut accepter de voir nos souffrances, il faut accepter d'en parler. Moi, depuis que j'en parle, en fait, j'ai franchement un tas de gens qui viennent me voir et à qui ça fait écho et ça fait du bien. Ça me fait du bien à moi, ça leur fait du bien. En parler, ça libère, quoi. On le sait bien. Donc, brandissez-les, quoi. Brandissez-les, vos souffrances. Et voilà. Et ensuite, Christophe Dejour, encore ce sociologue là du travail, il a cette phrase que je trouve formidable, c'est
il faut reconnaître l'organisation du travail comme un problème politique majeur. L'organisation du travail, c'est politique. Donc il faut s'organiser, et il faut s'organiser politiquement. On ne peut pas faire l'économie de ça. On ne peut pas faire l'économie de ça. Moi depuis tout petit, j'ai cette intuition qu'il suffit qu'on s'organise pour inverser ce rapport de force, quoi. Je vous ai donné que des exemples, je vous ai dépeint un tableau un peu pourri. Bon, il n'y a pas longtemps, là, quand j'ai joué ma conf, il y a une femme à la fin qui m'a dit « Mais enfin, quand même, le travail, c'est pas que ça. Il y a aussi des bons managers, parce qu'elle était manageuse. » Et effectivement, il y a aussi des cas où ça se passe très bien. Enfin, je suis pas là pour... voilà. Mais, et du coup, je voulais vous parler de 2 exemples. Le premier, c'est une boîte qui s'appelle Team Group. C'est des gars qui, du côté de Limoges, une boîte d'informatique, en fait, ils sont tous, Ils sont tous indépendants et associés, voilà, associés dans l'entreprise. Et ça, en fait, ça change complètement les rapports. Ces gens-là, en fait, ils m'ont fait travailler avant la maladie et après la maladie. Enfin, je veux dire, quand j'ai commencé à essayer de me remettre au travail, ils sont venus me voir, ils m'ont dit comment tu veux travailler, quelle énergie, quel temps tu peux y mettre, etc. Enfin, vous voyez, ça change le rapport au travail, quoi. Donc il y a des alternatives possibles, il y a les scopes, etc. Enfin, je vous parlais de Ryanair. Les mecs, quand même, ils sont partis du statut d'auto-entrepreneur, ils ont reconquis le salariat. Et l'été dernier, je ne sais pas si vous avez entendu, ils ont fait une grève européenne. C'est-à-dire, les mecs, ils se sont mobilisés, ils se sont organisés à l'échelle européenne pour peser, quoi. C'est formidable. Enfin. Et je vous parlais Deliveroo, Uber Eats. Donc les roulants à vélo qui livrent les repas, etc. Il y a une COP qui est en train de se monter du côté de Montpellier. Je dis en train parce que c'est compliqué. C'est des nouveaux modèles à mettre en place et c'est pas facile. Mais enfin, en fait, c'est une coopérative de roulants donc, qui finance des développements d'une plateforme comme Deliveroo, comme Uber Eats, mais qui resterait la propriété des travailleurs, la propriété des roulants. Donc c'est se réapproprier, les travailleurs se réapproprient le moyen de production. C'est vraiment essentiel, quoi. C'est formidable d'arriver à faire ça. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça prend le contre-pied de la Macronie. Vous savez, la Startup Nation, tout ça, avec le numérique, comment ils disent on va libérer l'économie. Comme s'il y avait des chaînes, tout ça. Vous voyez, enfin, les chaînes, c'est nous. Hein. Quand ils disent libérer l'économie, vous voyez, c'est nous les poids, quoi. Et donc on peut vraiment prendre le pied de nez, je veux dire, enfin le contre-pied en fait plutôt, le contre-pied de ça, utiliser le numérique pour s'organiser et pour... un autre exemple, c'est Airbnb ou Blablacar. Je ne sais pas si vous utilisez Airbnb ou Blablacar, quand on essaie de réserver un logement ou un covoiturage, c'est quoi le premier truc qu'il faut faire? Enfin, vous voyez, non? S'inscrire, oui, d'accord, mais ensuite, il faut payer, en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le numéro de la personne. Je veux dire, même si vous envoyez le numéro en message, ils ont des systèmes, des algorithmes, hein, on sait bien faire ça, pour cacher le numéro qui est dans le message envoyé à la personne. Non, parce qu'il faut d'abord que vous payiez. Vous comprenez bien qu'un truc qui libérerait l'économie, il mettrait les gens en relation, et puis voilà, quoi. Enfin, il n'y a rien de plus simple, quoi. Donc, vous voyez, enfin, on peut vraiment, il suffirait qu'il y ait une coopérative de propriétaires d'habitat ou de roulants, et ça existe, covoiturage-libre.fr, qui font, ils font la même chose, quoi. Ils mettent les gens en relation et il n'y a pas besoin de payer, quoi. Voilà. Donc, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples qui existent. Et il faut vous dire, je vous redis, enfin, j'ai écrit cette conclusion avant les Gilets jaunes. Et ma conclusion, c'était qu'en fait, moi, je suis persuadé depuis tout petit, voilà, qu'il suffit qu'on s'organise pour renverser ce rapport de force dont la société a besoin. Et je pense qu'on n'est vraiment pas loin, en fait. Je vous assure que je disais ça avant aussi. On n'est vraiment pas loin. Hein. Je pense qu'on y est presque. Et je veux dire, enfin, j'en veux pour preuve, en fait, le fait que à chaque fois qu'il y a une mobilisation, à chaque fois qu'il y a un truc qui fait un peu peur au pouvoir, le premier truc, le premier truc, c'est les CRS. Mais juste après, qu'est-ce qui vient enfin? En fait, c'est un gros renfort de plans de com, de punchline, etc., pour désamorcer, démobiliser les gens. Parce qu'en fait, ils sentent bien, je pense qu'ils sentent hein, que ça craint pour eux, quoi.
que c'est en train de bouger. Moi, je suis convaincu que dans un siècle ou deux, les historiens, ils regarderont ce moment-là, ils regarderont en disant ce sont eux, c'est à ce moment-là, ils se sont levés, ils se sont battus, ils ont créé les conditions d'un travail qui va respecter l'homme et qui va respecter son environnement. Moi, je suis persuadé qu'on est à 2 doigts de ça, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment mon message final. Et pour finir... Pour finir, vraiment la clé de tout ça, moi j'ai essayé un tas de choses, je vous ai parlé du boulot, mais j'ai fait un tas de choses à côté parce que je trouvais plus de sens dans mon travail, j'ai fait un tas de trucs associatifs et tout. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que tout seul, j'irai pas loin en fait, quoi. Donc j'ai besoin de vous. On a tous besoin les uns des autres, ça c'est sûr, et j'ai besoin de vous, voilà. Merci. Merci. Sept tentatives pour le permis. Les copains ont été cool, franchement. Ils n'ont pas trop chambré. Merci aux Bijoux et à l'Université populaire de Toulouse de rendre ça possible.